Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, vous êtes sur Nuria TV, je suis Guillaume et ce soir vous l'attendiez impatiemment, elle est de retour sur notre antenne pour notre plus grand plaisir, c'est Elisabeth de Caligny que nous retrouvons sur Nuria TV. Bonsoir Elisabeth, sois la bienvenue parmi nous, je suis très heureux de te retrouver. Bonsoir, c'est le retour du Jedi. C'est ça. Dis-nous tout, Obi-Wan Kenobi, ça fait bientôt 5-6 mois qu'on n'a pas eu le plaisir de t'accueillir parce qu'il s'est passé quand même quelque chose de compliqué qui t'est tombé dessus ces derniers mois et les gens étaient un peu au courant sur la toile puisque ce fichu Covid qui a envahi la France, l'Asie et le monde entier est passé par la Normandie et est venu te faire un petit coucou malheureusement. Donc je commence cette émission par prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment as-tu affronté ces dernières semaines et derniers mois? On va faire un petit point sur la situation d'Elisabeth de Caligny. Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Bon, pour tout dire, j'ai été malade, j'ai attrapé une bronchite en fin octobre, début novembre, qui était un gros truc, méchant, dont je me suis jamais remise. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient chopé le même truc, ça s'arrête, ça revient. Je m'attrape l'autre bazar, a priori, bien que j'ai pas été testée, mais j'en avais tous les symptômes, ça c'était dans la deuxième quinzaine de mars. Ça a été absolument effroyable, faut quand même le dire. Et je me suis rendu compte qu'on allait me laisser tomber. C'est-à-dire que quand vous appelez le SAMU, si vous n'êtes pas à l'extrême, alors j'ai dit, mais on pourrait peut-être me tester, au moins qu'on sache ce que j'ai. Mais madame, en France, il n'y a pas de test. Bon, très bien. Sympa. Ça, c'était fin mars. Et bon, le SAMU, je connais ici parce que quand vous l'appelez, il vient pas. Ou il vient trop tard, je l'ai vu avec mon père, puis je l'ai vu avec moi aussi une fois. Donc je me dis, bon, les carottes sont cuites, et ça a été très dur, parce que je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, ça sera fini. Si le truc s'emballe, j'ai le fameux tsunami de bidule et que ça s'emballe, ils arriveront trop tard, je suis toute seule dans la maison, et alors, je me suis résignée à une fin en solo. Bon. Donc je me suis dit on va lutter, on va pas se laisser avoir. Ce qui m'ennuyait c'était mon chat. Mon seul problème c'était mon chat en fait. Pourquoi? Parce que ce pauvre bête, vous le laissez dans la maison fermée, il meurt. Donc j'avais mis des tas de croquettes, des tas de trucs, mais bon, comme on vient pas me voir souvent et que je vois personne moi dans mon village, je suis complètement isolée, je suis une ermite. Donc ça m'a. Ça t'a travaillé. Puis après, il y a eu des hauts et des bas sans arrêt. Mais j'ai tout eu. Bon, côté respiratoire, ça n'a pas été dramatique. Il y avait des moments où je pouvais plus respirer, mais ça partait pas en vrille, c'était maintenable. Mais au niveau du reste, j'ai tout eu, y compris les mains, les engelures, les pieds aussi. J'ai eu des espèces de gros boutons aussi, moi qui n'ai jamais de boutons. Puis depuis, je perds tous mes cheveux. Donc côté teinture là c'est un peu raté parce que la coiffeuse veut pas me faire mes trucs. Alors moi je me permets de te rassurer, je trouve là t'es parfaite, ne change rien. Enfin bon, j'ai un petit souci de couleur au niveau des racines, mais ça c'est parce que je perds mes cheveux depuis et j'ai pas vraiment récupéré. Et pour tout dire, eh bien lundi ça recommence parce que c'est tout le temps comme ça. Et là ce coup-là j'ai vraiment des problèmes respiratoires. Donc, on m'a fait une prise de sang avant-hier pour détecter si c'est Covid ou si c'est autre chose. Mais j'ai exactement les mêmes symptômes, mais beaucoup plus respiratoires maintenant. Et là, je suis vraiment pas bien. Et mon médecin qui s'est chopé le bazar en février est exactement dans le même état que moi. C'est-à-dire ça s'en va et ça revient. Voilà, pour prendre la vieille qu'on tient. Alors, donc c'est vraiment très pénible parce qu'on sait jamais, on n'est jamais stable. Donc je suis très fatiguée en plus. Donc déjà. Alors quand je lis des gens sur les réseaux sociaux qui disent que le Covid ça n'existe pas, j'ai envie de leur dire les gars, chopez-le vous. Et puis si ça fait comme pour moi et pour d'autres, et à ce moment-là vous verrez, hein. Voilà. Ouais, non, mais effectivement, c'est quelque chose qui me fait aussi moi beaucoup halluciner d'entendre ci et là que c'est une maladie inventée, relayée par les médias. Il suffit d'aller voir les hôpitaux, malheureusement les morgues dans certaines familles, et puis d'avoir des gens comme toi, puisque
On a eu quelques échanges ces derniers mois par téléphone où j'essaie de m'enquérir de tes nouvelles. Je sais par quoi tu es passé, les hauts et les bas, et ce que tu as dû affronter. Je suis un peu navré de voir que ça continue. Donc, d'une part, déjà, bah, à toutes celles et ceux qui nous demandaient pourquoi Elisabeth ne fait plus d'émissions en ce moment, vous le savez, ça fait des mois que ça traîne. Et je tiens aussi à te dire un grand, grand merci, parce que même aujourd'hui, tu nous le dis, euh, la maladie a tendance à revenir, à refaire des pics, et pourtant, aujourd'hui, tu as mis un point d'honneur à ce qu'on enregistre cette émission pour Mais partager oui, parce ce que dossier avec ça fait Lénurien. longtemps. On avait déjà reporté cette émission parce que j'étais pas bien. Et au bout d'un moment, bon, faut reprendre. Ce matin, ça allait pas du tout, hein. Respiratoirement, j'arrivais pas à aligner deux mots. J'ai commencé à parler toute seule pour voir ce que ça donnait. J'étais vraiment très essoufflée et j'étais pas capable de le faire. Et puis je me suis dit, ça fait souvent ça, et puis ensuite ça passe. Et puis bon, bah là on va essayer, et puis on verra bien, hein. Si de toute façon, comme on n'est pas en direct, si j'ai besoin de reprendre mon souffle, et ben on fera comme ça. Et puis voilà. Exactement, on va prendre le temps qu'il faut pour enregistrer cette émission sur la Tunguska, et encore une fois, au nom des Nuriens, un grand merci de partager ça avec nous, Elisabeth. On va se lancer sur ce dossier. Donc là, cette fois-ci, tu nous emmènes en Sibérie. L'histoire se déroule au début du XXe siècle, un événement tout à fait étrange. Je n'en dis pas plus, je te laisse nous raconter le mystère de la Tunguska. Eh bien écoute, vous n'allez pas être déçus effectivement, parce que cette histoire-là n'a jamais été vraiment élucidée. Et j'en parlerai à la fin de mon exposé. Il y a encore eu une étude récemment, au début de cette année, qui est ressortie concernant les possibilités de ce qui a pu, enfin, essayer de déterminer les causes de ce qui a pu se passer à cette époque-là, il y a plus d'un siècle, puisque ça s'est passé en fait le 30 juin 1908. Vers 7 heures du matin, les gens, alors la Tunguska, c'est vraiment une région déserte, d'arbres, de forêts, enfin bon, il y a très peu d'habitants. Mais le peu d'habitants qu'il y a dans cette partie de la Sibérie va être réveillé par une phénoménale explosion qui fait trembler la région. Alors ça se trouve dans un endroit très particulier, la Tunguska, c'est très très large. Et cette partie où ça a vraiment fait du dégât et où ça a fait du bruit, c'est ce qu'on appelle la Tunguska pierreuse. Et si vous voulez prendre une carte, vous verrez que ça se trouve près d'une rivière qui s'appelle la rivière Yenisei, et qui est d'ailleurs un affluent d'un grand fleuve qui s'appelle la Tunguska. Bon, donc cette région, pour la situer, elle se trouve à 1000 km au nord du célèbre et mystérieux lac Baïkal, parce que vous savez qu'il y a des mystères dans le lac Baïkal, hein. Il y a eu quand même des choses. Il faudrait peut-être en parler un plus des lacs mystérieux un jour, parce qu'il y a des lacs comme le lac Michigan par exemple, ou Baïkal, c'est quand même un peu particulier. Titicaca aussi, hein. Bon, enfin bref, c'est au nord du lac Baïkal. C'est un endroit qui est marécageux, avec un accès qui est extrêmement compliqué, hein. C'est vraiment sauvage, désert. C'est une région qui est également marquée géologiquement. On retrouve, les géologues qui ont étudié cette région depuis longue date se sont rendus compte qu'on trouvait des traces de cataclysmes phénoménaux dans cette région déjà à l'origine, dont un qui a été daté et qui serait produit il y a à peu près 800 ans. Donc, on relève aussi une autre anomalie. De façon intermittente et sur un territoire bien précis qu'on a baptisé la vallée de la mort, c'est pas un hasard, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, on trouve une radioactivité ambiante. Et alors, cette particularité qu'elle a, cette vallée de la mort, c'est que sa radioactivité n'est pas constante. Quand vous vous trouvez en Bretagne, qui est une zone radioactive, vous voyez, par exemple, eh bien, il y a une radioactivité constante, c'est naturel. Alors que là, cette radioactivité, eh bien, elle fait des hauts et des bas. Donc, c'est absolument inexplicable. Et on a remarqué que cette radioactivité s'accroîtrait à intervalles réguliers sans qu'on puisse l'expliquer. En tout cas, le 30 juin 1908, la forêt va être soufflée dans cette partie de la Tunguska, la Sibérie, sur un périmètre, enfin disons sur 100 km à la ronde. Alors il y a une sorte d'épicentre qui n'en est pas un, on devrait trouver, si c'est une météorite, un cratère, c'est pas vraiment ce qu'on va trouver, vous allez voir.
Mais tout est soufflé. Les arbres sont tombés comme des allumettes. Ce sont des grands arbres, c'est plutôt des sapins, vous voyez, des conifères. Et voilà. Donc c'est quand même très particulier. Ce qui s'est passé à partir d'un point d'impact. Vous voyez d'ailleurs sur les photos comment les arbres sont couchés. C'est comme si c'était une boîte d'allumettes qu'on avait lancée dans la nature. Hein. Quelques décennies plus tard, il y a des gens qui vont être interrogés et qui vont parler. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs équipes qui vont se rendre sur les lieux. Donc les gens vont parler au fur et à mesure de ce qu'ils ont vécu ou de ce que leurs ancêtres ont vécu, si ce sont des expéditions qui sont plus tardives. Et ils vont dire, ces gens-là, ces témoins, que quand l'explosion s'est produite, il y a eu un panache de fumée qui s'est élevé dans le ciel à plus de 20 km de haut. Donc il s'est passé quelque chose. Hein. Et pire encore, c'est que cette explosion, quand elle a été calculée par rapport aux observations qu'on a pu faire, eh bien, ça équivalait à une puissance de 4 mégatonnes. Et 4 mégatonnes, c'est quoi? C'est 250 bombes atomiques Hiroshima. C'est quand même pas rien. Ça a bien pété dans les supports, comme on dit. Et pire que ça, c'est que ça va être ressenti au niveau de la vibration selon certaines sources, à plus de 1000 km. Et vous allez voir ce que je vous dirai tout à l'heure. Mais ce n'est pas le seul phénomène mystérieux qui va être constaté. 10 jours après, dans les 10 jours qui viennent, qui suivent plus exactement, vous avez un drôle de ciel. Le ciel est luminescent. C'est inexplicable. Les nuages paraissent comme argentés. Vraiment une luminosité argentée extrêmement puissante. Hein. Les gens ne comprennent pas du tout, ils n'ont jamais vu ça. Et même de jour, les nuages n'ont pas leur luminosité habituelle. Et puis dans les 5 ans qui vont suivre, on va voir que ça a impacté toute la planète. Parce qu'il y a un refroidissement du climat, des températures qui va être enregistré. Et pas seulement en Sibérie, mais partout. Du moins dans l'hémisphère nord, ce qui est quand même très, très étonnant. Alors, on va en revenir à cette journée du 30 juin 1908 et on va voir les observations qui ont été faites et comment ça s'est passé. Un peu avant l'explosion, vous avez l'observatoire magnétique d'Irkoutsk, j'arrive pas à le dire, qui a enregistré une onde sismique qui est équivalente à 4,5, 5 sur l'échelle de Richter. Donc c'est moyen, mais ça bouge quand même un peu. Bien entendu, le personnel de l'observatoire, parce que c'est un observatoire sismique, a immédiatement pensé à un séisme. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ils sont fréquents dans la région, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ils sont un petit peu étonnés quand même, parce que le tracé de leur sismographe n'est pas habituel. On voit des zigzags qui sont extrêmement nombreux, et bien plus nombreux qu'à l'accoutumée, et puis surtout certains détails du tracé qui sont absolument incompréhensibles et qui ne correspondent pas à ce que le sismographe enregistre habituellement quand il y a un séisme. Le responsable de l'observatoire est intrigué, c'est pour ça qu'il va décider de dépêcher des gens sur place pour aller enquêter. Alors évidemment, on va pas aller au point du séisme, si vous voulez. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, parce que c'est inhabitable. Ce qu'on appelle l'épicentre, c'est ça? Voilà, l'épicentre. On va pas y aller parce que c'est vraiment trop hostile. Mais on va aller voir les habitants qui sont dans le coin, là où on peut joindre des gens. Et là, on va pas aller très loin finalement. Hein. Et même très loin de l'épicentre, on va quand même avoir des témoignages quand même assez particuliers. Puisque qu'est-ce que vont dire ces gens? C'est que de loin à l'horizon, dans la direction de l'épicentre, eh bien, ils ont observé des sphères en train de se déplacer dans le ciel. Et ça, c'était juste avant que ça se produise, le cataclysme, la formidable explosion. Et puis un peu plus tard, quand cette explosion s'est produite, qu'est-ce qu'on entend? Comme des sortes de coups de tonnerre qui résonnent à l'infini. Ça n'arrête pas, ça roule. Et après, il va y avoir un immense flash qui va illuminer toute la région. Ce qui est quand même étrange aussi dans cette affaire-là, c'est que nombre de témoins ne vont pas vraiment parler d'un flash. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire autre chose. Ils vont dire qu'ils ont vu apparaître dans le ciel une sorte d'immense pilier éblouissant.
C'est un pilier de lumière qui a semblé sortir du sol et qui était accompagné d'une sorte de ronronnement très étrange, mais surtout qui a effrayé les populations, ceux qui ont entendu ça. C'est quand même très curieux, cette histoire. Et puis, il va y avoir un correspondant local de l'observatoire qui va rapporter pour sa part avoir entendu vers 8 heures du matin comme un rugissement de tonnerre qui allait crescendo, ça ne s'arrêtait pas. Ça va se transformer en craquement, en crépitement. Et puis ensuite, il va y avoir une sorte de roulement sonique, comme il dit. Vous savez, quand le tonnerre roule, il résonne. Ben, c'est ça. Et ce roulement sonique va perdurer 20 minutes. C'est pas un roulement de tonnerre, ça. Et l'un de ses voisins avec lequel il va discuter va dire avoir aperçu dans le ciel une étoile filante avec une queue il l'a vue tomber dans l'eau. Alors un lac, une rivière, un marécage, on n'en sait rien, on n'a pas de précision là-dessus. Mais il va y avoir une unanimité dans les témoignages. Tous les témoins vont déclarer de façon surprenante qu'ils n'ont pas ressenti les effets vraiment d'un tremblement de terre, qu'en fait tout s'est passé dans le ciel. Et c'est pour ça que, bon, c'est l'observatoire sismique, hein. À partir du moment où ça se passe dans le ciel, c'est pas leur truc. C'est l'observatoire météo qui doit prendre le relais. Donc, ils clôturent l'enquête. On s'arrête là. Et il y a effectivement la station météo qui a enregistré aussi des trucs un peu bizarres. Donc, c'est celle de Kirenske, qui est située à peu près à 460 km du lieu de l'explosion, hein, supposé. Et vers 7h17 du matin, dans la direction nord-ouest, eh bien, certaines personnes vont dire avoir aperçu ce fameux pilier incandescent de lumière, dont certains diront qu'il était en forme de pointe de lance. Et quand ce pilier va disparaître, cet employé de la station météo et d'autres témoins vont entendre 5 détonations absolument gigantesques, puissantes, qui ressemblent à des coups de canon, mais intenses, hein. Ce monsieur va également apercevoir une sorte de gros nuage gris qui va apparaître à l'endroit où se trouvait le pilier qui a disparu. Et ce nuage va à toute vitesse s'étendre sur tout le ciel. C'est quand même assez curieux. Et par 2 fois, à 15 minutes d'intervalle, il va entendre des déflagrations phénoménales. Il en comptera 14 en tout, cet homme. 14. En 3 salves. Il va constater également, ce météorologue, avec surprise, l'apparition d'une ligne absolument inhabituelle dans le tracé de la bande de son barographe. Il ne comprend pas ce que c'est. Il n'y a jamais ça. Il ne comprend pas. C'est comme le sismographe qui présentait des anomalies, bah là, le barographe, il fait la même chose. Donc, il se dit, il faut lancer une enquête. Et donc, allez, on va aller voir les habitants et on va voir ce qu'ils racontent. Et ce monsieur ne va pas être déçu. Parce que dans un village situé à peu près à 21 km de la station météo, qui est quand même à 460 km du lieu supposé de l'épicentre du séisme ou de l'impact, s'il y a eu impact, eh bien, à 21 km de là, les gens vont dire qu'ils ont reçu et ils ont ressenti une puissante secousse tellurique, si violente qu'elle va briser les vitres de leurs habitations. C'est quand même pas rien. Alors, tous ceux qu'il va interroger, ce monsieur, vont déclarer à l'unanimité avoir vu comme lui, vers 8 heures du matin, enfin entre 7h30 et 8 heures, cette espèce de pilier qui était surmonté à son sommet comme une sorte de fer de lance. Certains parleront d'une colonne de feu. C'est assez curieux. Et tous vont dire, on a entendu des puissants coups de canon énormes, juste après que le phénomène ait disparu. Tous vont le dire, hein. Donc c'est quand même assez surprenant. Et puis ce qui va les impressionner encore plus, c'est que eux aussi ont vu que le ciel se couvrait après d'un épais nuage qui va se développer mais à toute vitesse. C'est totalement inexplicable. Et après que ce nuage se soit développé et a commencé de se développer, un quart d'heure plus tard, ils vont entendre comme des battements soniques. Ça fait boum, boum, boum. Et ils entendent ça venir des 4 coins du ciel. Ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. Ça va s'arrêter. Et ça va reprendre un quart d'heure après. Mais ce qui est le plus surprenant quand même dans cette histoire, c'est que vous avez de nombreuses stations sismiques mondiales, donc pas en Sibérie mais ailleurs, qui vont enregistrer cette fameuse secousse sibérienne, car il y a eu une secousse au sol. Et plusieurs jours aussi, on va voir dans le nord de l'Europe
de la Sibérie à la côte atlantique, cette espèce de luminosité très étrange des nuages, une sorte de lueur incompréhensible de jour comme de nuit. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pendant près de 20 ans, personne n'ira vraiment enquêter sur place. Hein. Vous allez voir que ça va arriver beaucoup plus tard. On n'essaye pas de savoir. Bon, la région est peu peuplée. On se dit que c'est peut-être pas utile. Et puis, elle est surtout très hostile. Ce sont des marécages partout. Il y a des moustiques. On peut se choper tout ce qu'on veut. Donc, les gens, ils n'ont pas envie d'y aller. Bon. En attendant, il y a un géologue qui, lui, est très intéressé. Et c'est un Russe. Il s'appelle Leonid Kulik. Et il veut aller y voir. Pourquoi? Parce qu'il se dit c'est certainement une météorite qui s'est cassée la figure. Or, vous savez que pour un géologue, il n'y a pas de mieux que les météorites. Hein. Puis en plus, si c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de morceaux de météorites, ça se revend bien, le cas échéant. Donc, pour lui, c'est une aubaine, et le voilà parti. Donc, il va se rendre, on est en 1908 quand il y a cette explosion, lui, il va partir sur sa première expédition avec avec des équipiers en 1921. Mais il va pas vraiment chercher. Il va pas analyser. Il va surtout aller en repérage pour voir le site et voir ce qui s'est passé. En fait, quand il va voir ce qu'il y a sur place, on va en parler tout à l'heure, eh bien, il va se dire, là, faut y aller, et il faut partir avec du matériel, une vraie équipe, et on va y aller. Donc, il ira 6 ans plus tard, en 1927. Et là, il va mener diverses expéditions qui vont se succéder jusqu'en 1939. Et quand il arrive sur place, lors de la première expédition, il n'en revient pas. Le paysage est dévasté à perte de vue, on dirait une zone de guerre. Vous savez, quand les bombes sont tombées, il n'y a plus rien. C'est exactement sur quoi ils tombent. Donc, sur l'endroit présumé de la chute, hein, ce qui pensait être une météorite toujours, eh bien, il pense trouver un cratère. Non, il n'y a rien. Vous avez des arbres qui sont partis comme ça, tout autour du cratère, vous voyez, comme si ça avait fait ça, mais il n'y a pas de cratère. Et qu'est-ce qu'on trouve au milieu? Un bosquet d'arbres, une petite forêt, une mini-forêt, d'arbres bien droits. Eux, ils sont pas tombés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'en revient pas. C'est tout à fait inhabituel, il ne s'attendait pas à ça. Une météorite, ça tombe, ça fait un trou, puis voilà, puis un grand trou en général. Donc, il va aller interviewer les rares habitants de la région. Tous vont lui dire avoir aperçu juste avant l'explosion une longue traînée bleue qui traversait le ciel en l'illuminant. Et ensuite, il y aurait eu un gigantesque flash de lumière. Alors ça, c'était déjà en plein jour. Parce que n'oublions pas que nous sommes le 30 juin. Hein. Donc, le 30 juin sont les journées les plus courtes qui soient. Donc, quand ce truc va passer, ils vont le voir passer en plein jour, pas en pleine nuit. Mais ça illumine terriblement le ciel. Alors, il se dit, bon, c'est une météorite, on va chercher des débris. On va bien retrouver quelque chose. Et il cherche. Et il va organiser d'abord, pour y voir plus clair, des prises de vue aériennes. C'est comme ça qu'on va avoir des photos de Kulik. Il a pris des petits avions, il a fait venir des petits avions et on va faire des photos pour voir l'étendue du truc, puis voir les sites. Parce que si la météorite a explosé, il peut y avoir des cratères, des morceaux, ça se voit, quoi, vu du haut. Et puis, il va continuer à interroger les témoins, et assez rapidement, il va se dire, ce bazar n'est peut-être pas tombé sur la Terre, plein pot, boum, et en explosant, en faisant des débris. Non, c'est un truc qui a pu exploser dans le ciel. C'est-à-dire que d'après ses calculs, ça aurait explosé à peu près 5 km d'altitude. Ils ont fait des calculs, lui et ses équipes, pour essayer de comprendre. Et ils se disent non, ça va pas du tout, c'est pas possible. Ils sont toujours ennuyés avec cette histoire de cratère qui n'existe pas. Eux, ils étaient persuadés de trouver un cratère qui fera à peu près 200 mètres de diamètre, voire 1 kilomètre de diamètre, un gros truc, quoi. Rien. Parce qu'il y a une telle violence sur la destruction de la forêt qu'il ne peut y avoir qu'un cratère. Et puis, il va retourner à la petite forêt avec les arbres bien debout. Il va aller l'examiner. Alors, le sol, c'est des dolines, vous savez, ce sont des trous d'eau, finalement. Mais surtout, ce qu'il va remarquer, c'est que les arbres qui sont encore debout ont perdu vachement de branches, comme s'il y avait eu un souffle qui les avait arrachés. Et surtout, la plupart sont tététés. Ils n'ont plus le sommet de ils n'ont plus le fait de l'arbre, il n'y a plus de sommet. Hein.
Alors ils vont fouiller les tourbières alentour, il y a ce qu'il faut, ils vont trouver des endroits où il y a quand même quelques arbres qui sont pas tombés. Bon, ils tournent, les fouilles au sol ne donnent rien, on retrouve bien quelques roches, des roches qui sont fondues ça et là, mais comme on sait que la région a subi des cataclysmes et qu'il y a des traces, si vous voulez, géologiques d'anciens cataclysmes anciens, c'est pas forcément ça. Ça ne veut rien dire pour eux. Alors ils savent pas. Ils savent pas, il y a trop de détails qui ne cadrent pas avec la chute d'une météorite. Ce géologue Kulik va ratisser la région pendant des années pour finalement ne jamais trouver ce qu'il recherche, les débris de la météorite. Rien. Pas de traces d'impact, pas vraiment de débris, sauf des petites choses dont on reparlera tout à l'heure, mais c'est pas la météorite qu'il cherchait. Et ça s'arrête là. Ce qui va être beaucoup plus intéressant dans cette histoire, et c'est finalement ce qui a exalté le plus les esprits sur cette histoire de Tunguska, c'est ce que va raconter un Russe qui s'appelle Valery Uvarov. Et il va commencer à raconter sa petite histoire en février 2003 aux USA, dans un congrès ufologique à Loglin, et il donne une interview à une revue britannique. Il en donnera beaucoup après, d'interviews sur cette histoire-là et sa théorie, et y compris à la revue Nexus, qui a fait un très bel article là-dessus. Donc là, il est interviewé par un journaliste d'UFO Magazine, et il évoque une histoire bien étrange concernant cet incident de la Tunguska qui a eu lieu, puisqu'on est en 2003, moins d'un siècle avant. Et ce monsieur se présente comme un fonctionnaire russe qui dirigerait le département des sciences techniques et des recherches OVNI, qui dépendrait du ministère de la Défense russe. Il se présente comme un fonctionnaire. Bon, c'est une agence officielle, a priori, mais vous allez voir que c'est un peu folklorique, leur truc. Et il va expliquer que ce service recueille depuis bien longtemps tous les rapports d'OVNI relatifs aux apparitions, aux observations qui sont faites dans le monde. C'est analysé, c'est répertorié, c'est pas seulement les trucs de leur territoire, c'est dans le monde entier. Tout ce qui est possible de récupérer, eh ben, il récupère tout ça. Donc le travail de son département est tourné largement vers la recherche ufologique. Hein. Et puis il va lâcher d'ailleurs au cours de cette interview quelque chose d'intéressant. Il va dire en fait que l'aérospatiale russe travaille main dans la main avec la NASA. Donc là déjà c'est surprenant à l'époque. Hein. Et puis il va expliquer que finalement ses recherches à lui personnellement et de son département par l'occasion ne se situe pas sur la recherche ufologique pure. Lui, par exemple, s'intéresse à des mégalithes qui se trouvent en Russie, et notamment une pyramide qu'il va qualifier d'antédiluvienne, sur lequel il fera beaucoup d'études. Vous savez qu'il y a des sites mégalithiques qui sont extrêmement étranges, en Sibérie notamment, et qui ressemblent très fort la façon dont certaines pierres sont façonnées à ce qu'on peut retrouver en Bolivie, au Pérou ou ailleurs. Hein. C'est quand même très étonnant. La même chose. Et donc, l'homme a un profil pour le moins atypique. Est-ce qu'Uvarov est vraiment ce qu'il dit être? Est-ce que ça serait pas quelqu'un payé par le gouvernement pour faire de la désinformation? On en a vu d'autres. Est-ce que c'est pas un agent en fait qui va raconter des trucs un peu bizarres à l'étranger? Possible. En tout cas, la thèse qu'il va développer, la théorie qu'il va développer pour expliquer cette explosion de 1908 paraît à première vue déconcertante, mais en même temps très intéressante. Je dirais que c'est bien pensé. Hein. Savoir si c'est étayé par des preuves formelles, c'est une autre histoire, mais c'est bien pensé. Et vous verrez que quand des scientifiques se sont un peu penchés sur le sujet, eh bien, même s'ils disent pas la même chose, que ce sont des scientifiques, il y a des choses qui recoupent un petit peu ce qu'a dit Uvarov. Alors voilà ce qu'il dit. En 2003, il va expliquer lors de congrès ufologiques, avec force détail, hein, qu'en fait, cette météorite, parce que c'était une météorite qui arrivait, elle aurait été détruite par une technologie absolument inconnue qui serait antédiluvienne et qui serait extrêmement sophistiquée. Que ça serait un truc qui se trouverait en Sibérie depuis la nuit des temps, et que c'est ce bazar-là qui, à l'approche de la météorite, se serait mis en marche et aurait détruit la météorite.
Et il va expliquer à ce moment-là que, vu des témoignages qu'il a recueillis à droite et à gauche, et ben nombre de personnes ont vu des objets volants en forme de sphère. Là, ça recoupe les témoignages qu'a obtenu Kulik et puis les stations météo, enfin les gens du coin qui ont enquêté. Hein. Et c'est des sphères que l'on a vues venir ou se déplacer dans une certaine région qui se trouve au nord de la Toubouska. Et notamment dans les steppes arides, donc la fameuse Toubouska pierreuse. Très à l'aise, il va préciser que cette installation donc existerait depuis des lustres et qu'elle serait toujours opérationnelle et que mieux encore, en septembre 2002, il y aura eu encore une mise en route de cette installation. Parce qu'un objet céleste approchait de la Terre, allait passer au-dessus de la Sibérie et le bazar se serait remis en marche. Bon, il va insister sur le fait que cette technologie est très en avance sur la technologie russe et même sur toutes les technologies connues à l'heure actuelle et qu'aucune technologie, en tout cas en 2003, est capable de faire ce genre de choses. Hein, ça, c'est très clair. Alors évidemment, le journaliste britannique l'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais enfin, il n'en revient pas. Il dit, il est quand même un peu bizarre, le gars. Hein, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et il lui dit, ce serait pas plutôt de la science-fiction que vous êtes en train de nous raconter. Un petit humour anglais en passant. Mais Uvarov lui dit non, c'est pas de l'humour, c'est une réalité. Et il va continuer, il va pas se démonter. Il va embrayer en parlant de la planète X, qui n'a pas entendu parler de cette fameuse planète X. Et il va dire en fait qu'elle se cacherait derrière le Soleil et qu'elle aurait une révolution très, très longue, si vous voulez, et elle orbiterait à peu près tous les 3600 ans. Et donc, ça aura un lien avec cette installation de la Toubouska. Bon, alors là, c'est de mieux en mieux pour le Britannique et qui se dit, c'est quand même très particulier. Et puis, il va continuer en disant que son académie, son agence de recherche, là, puisqu'il dit qu'il est fonctionnaire, eh bien, est persuadé que la planète X est habitée et qu'elle se cacherait vraiment derrière le Soleil, que c'est pas une blague. Et qu'en fait, l'installation de la Toubouska ne serait pas destinée qu'à protéger la Terre et ses habitants, mais également à protéger la planète X. Et il va expliquer à ce moment-là que s'il y a une planète du système solaire qui est défaillante et qui se met à sortir de son orbite parce qu'elle prend un choc, eh bien ça peut causer des problèmes terribles à l'ensemble du système solaire, donc à toutes les autres planètes. Donc ces gens de la planète X qui seraient technologiquement plus avancés que nous, eh bien, auraient mis, parce que la Terre a déjà eu des soucis dans le passé, hein, et tout ce qui tourne, ce qui est proche de la Terre finalement, hein, tout l'alignement des planètes, Mars, Jupiter et compagnie. Hein. Donc, et puis on sait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 25 ans, il y a un chercheur de l'Europe de l'Est, je sais plus quel pays, qui avait fait des recherches très intéressantes sur les catastrophes cosmiques de notre système solaire. Il s'appelait Velikovsky. Il faudrait que j'en parle un jour de ces travaux parce que c'est fort intéressant. Et ces trucs-là, on les retrouve dans des témoignages d'extraterrestres, de ceux que j'ai parlé, quand ils parlent des grandes catastrophes où la Lune a été déplacée, qu'on a remis une autre Lune, que la Terre est sortie de son orbite, qu'on l'a replacée ailleurs, qu'on l'a remis droite, enfin bon, plus Vénus, plus Mars, la ceinture d'astéroïdes, il y a eu des tas d'explications là-dessus. Velikovsky confirme certaines choses. Et là, le gars, il raconte ça. Bon, alors évidemment, en 2003, dans un congrès ufologique qui se dit sérieux, l'anglais, il est un peu surpris. Il se dit, ça sort un petit peu du sujet, mais enfin bon. Mais il va continuer, Uvarov. Il va absolument développer ses théories. Donc, vous aurez énormément d'articles dans la presse anglo-saxonne qui vont sortir, et comme je le redis également dans le journal Nexus. Et on peut le voir parce que je l'ai trouvé, l'article de Nexus. Hein. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, Uvarov est convaincu que cette installation a pour vocation de maintenir notre planète sur une orbite stable afin qu'il n'y ait pas de catastrophe cosmique, si je puis dire, dans notre système solaire. Et puis, il va continuer quand même avec les Anunnaki, parce que c'est les Anunnaki qu'il a en tête, en expliquant que ceux-là sont très en avance, et blablabla, et blablabla. Logique, mon cher Watson. Et puis, tant qu'il y est, il va passer à la vitesse supérieure. Il va expliquer que la Terre aurait une fréquence spécifique, qu'elle aurait été réglée il y a 12 500 ans pour avoir un cycle un cycle de 360 jours, voyez. Une année ferait 360 jours, pas 365.
jusqu'à ce qu'un astéroïde vienne la heurter. Il y a déjà eu un problème d'astéroïde. On est passé à 365 jours après, puisque l'orbite a légèrement, vous savez qu'on est légèrement oblique. Et après cette catastrophe cosmique, c'est là que ceux de la planète X seraient venus en Tunguska faire leurs petites installations. Et vous allez voir qu'il y a des installations. C'est pas une vue de l'esprit. C'est vrai, vous allez voir. Et puis il va terminer la main sur le cœur en disant que il faudrait quand même faire attention parce que ces gens qui sont sur la planète X sont extrêmement plus évolués que nous. Ils sont capables de faire des choses et ça serait peut-être pas une bonne idée de militariser l'espace à l'heure actuelle comme on a l'intention de le faire. Alors, évidemment, ça c'était en 2003, on est en 2020. Et vous avez vu ce qui se passe depuis quelques années. La Chine, l'Inde, la Russie, c'est bonjour la militarisation de l'espace. Les USA, dernièrement, ont annoncé, ça c'était au début de l'année, qu'ils créaient la Space Force, ils recrutaient d'ailleurs, et il y a quand même 15 milliards de dollars qui sont consacrés au sujet. Alors, il n'y a pas de fric pour faire vivre le monde, mais il y a du fric pour beaucoup de projets, y compris le CERN récemment, qui doit s'agrandir et qui va être gratifié de milliards, je pense que c'est de l'euro ou quoi, mais enfin, c'est beaucoup d'argent. Donc, pour certaines choses, il y a de l'argent, pour d'autres, il n'y en a pas. Je fais une petite courte parenthèse comme ça pour le dire. En tout Toujours cas, bien de le la rappeler. France n'est... Pardon ? Toujours important de le rappeler, ce genre de choses. Voilà. En tout cas, la France sur le projet de militarisation de l'espace n'est pas en reste, puisque l'année dernière, le président Macron et la ministre de la Défense ont annoncé que nous allons avoir, nous aussi, un commandement de l'espace. Donc une force spatiale, voilà. Et cette force sera basée dans les locaux du CNES à Toulouse. Je referme la parenthèse, mais je dis ça en passant. Donc, Uvarov, revenons-en à nos moutons, va étayer ses explications en affirmant que cette installation de la Tunguska est dotée d'un générateur qui émet toujours une source d'énergie depuis des millénaires et que très curieusement, on aurait observé pendant la guerre de Yougoslavie une accélération de l'intensité du générateur et de l'électromagnétisme ambiant près de la vallée de la mort. Ce qui sous-tendrait que lorsque une guerre ou des conflits sociaux risquent de se produire de façon importante, ce bazar réagirait. Bon, affirmation gratuite, on n'en sait pas plus, mais lui dit savoir. Et toujours d'après lui, il va dire que normalement, cette installation ne vise que les bolides qui risquent de heurter notre planète, mais il y a peut-être d'autres applications qu'on ne connaît pas vraiment. Et puis, il va expliquer sa théorie sur la base de textes anciens et de légendes locales qui sont fort intéressantes. Et il va y avoir un texte qui l'attire plus ou moins, c'est un texte plus ou moins sacré d'ailleurs, qu'il a baptisé Échutine Apost Alanor. Selon lui, ça aurait 4000 ans, et ce texte décrirait en détail l'installation de la vallée de la mort et avec des termes scientifiques. On ne peut pas rêver mieux. Bon, j'ai cherché ce texte, je ne l'ai pas trouvé, mais il doit exister. Enfin, je suppose. Il faut le retrouver. En tout cas, plus qu'un texte sacré, c'est un petit peu les trucs indiens, vous savez, on parle des Vimana et tout ça, ce sont des textes sacrés, mais qui sont très intéressants. Là, apparemment, sur la Sibérie, il y a la même chose. Vous voyez ? Et il va vraiment parler de ça, et de ces légendes, parce qu'il y en a d'autres, vous allez voir, qui donnent une base assez intéressante sur ce qu'il expose au niveau de sa théorie. Et puis, il va dire encore aux journalistes britanniques avoir visité la région et vu cette fameuse vallée de la mort par 2 fois. Et lui et les membres de son équipe auraient détecté à ce moment-là des fortes radiations à certains endroits. Mais vraiment très localisées et tout à fait anormales. Et ça les a pas amusés du tout. Parce que quand ils sont allés là-bas faire ces 2 expéditions, ils n'avaient pas prévu le truc. Donc, ils s'en sont pris plein la figure. C'était des radiations puissantes. Donc, ils étaient un petit peu inquiets. Mais bon, en tout cas, sur place, près de cette vallée de la mort, ils vont interviewer un certain nombre d'habitants. Il n'y en a pas des masses, on sait que la région n'est pas très peuplée. Et ceux-là vont leur dire, oui, on est au courant. Il y a quelque chose de très étrange dans la vallée de la mort.
Ce sont des structures métalliques rondes, comme on peut les voir à l'image, vous voyez, comme des petits igloos. Et les gens, certains vont faire des croquis. C'est ces croquis que vous voyez. Et certains habitants et leurs familles, et même leurs animaux, souffrent de maladies. Tous vont dire on a des maladies étranges et parfois on peut en mourir. Tiens donc. En constatant cela, Uvarov et son équipe vont pas rester sur le terrain, évidemment. Par contre, ils vont mettre en place des capteurs de radioactivité. Hein. Et ça sera mis en place dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y a une surveillance constante dans la vallée de la mort et ses abords par les autorités russes, semble-t-il maintenant, d'après ces dires, de la radioactivité ambiante. Parce qu'on voit ce qui peut se passer même à l'avance en voyant cette de radioactivité évoluer. Et puis, il va expliquer encore qu'en 2003, on est en 2003 là, c'est que récemment, l'année d'avant, les radiations augmentaient brutalement. Et il va dire aux journalistes pour conclure, bah écoutez, si vous ne me croyez pas, on peut toujours refaire une expédition. Spécial journaliste du monde entier, allons-y. Banco. Alors, je sais pas si des journalistes ont décidé d'aller faire un tour sur place. Moi, ça m'aurait bien plu, hein, si j'étais jeune, en bonne santé et dynamique, parce que moi, j'aurais bien été voir ce qui se passe là-bas. Alors, on n'en sait rien, on sait pas la suite. En tout cas, il va pas s'arrêter comme ça en route, le père Uvarov, il va continuer à raconter sa théorie au cours d'interviews multiples et variées. Et il va expliquer au fur et à mesure, il va donner des détails supplémentaires. Il va dire que ce n'est pas une gigantesque météorite qui aurait percuté la Terre en juin de 1908, comme le disent les versions officielles. Il y a pas eu que ça. En fait, elle n'a pas percuté la Terre. Elle n'a jamais percuté la Terre. Elle a explosé en vol. Parce qu'on l'a désintégrée. Et à une très haute altitude, dira-t-il. Hein. Et ce sont des sphères que les gens ont aperçues et qu'on dit à plusieurs reprises, y compris à Kulik et à d'autres chercheurs qui sont venus dans la région. Ce sont des sphères qui ont atteint ce bolide et qui l'ont détruit. Si bien qu'il n'y a pas d'impact, et c'est pour ça que Kulik a cherché son cratère longtemps et qu'il ne l'a jamais retrouvé. Hein, voilà. Et donc, ces sphères, qu'il appellera plus tard, ça on en reparlera, des terminators, parce qu'il y a plusieurs sortes de terminators, vous allez voir, parce que ça a été bien observé et les témoignages ont été recoupés, eh bien, ça viendrait de cette fameuse technologie dont on trouverait des traces dans la vallée de la mort. Et donc, ça serait pour lui une technologie antédiluvienne qui fonctionnerait, c'est de l'électromagnétisme finalement. Vous voyez, ça fait des plasmas, des sphères de plasma, et là, boum, boum, terminé. Donc, mais alors, ce qui va être étonnant, c'est qu'il a quand même recueilli des témoignages, pas de gens qui ont vu directement, mais qui ont appris ça par leurs anciens, hein, parce qu'il faut savoir là-bas que ce sont des autochtones, hein. Ce sont des Yakoutes, ce sont des Évènes, il y a plusieurs tribus là-bas. Donc, ce sont des nomades sédentarisés qui élèvent des rennes, mais ça parle, il y a la tradition orale. Donc, ils savent ce que le grand-père, l'arrière-grand-père, il a raconté. Et ils vont dire, mais c'était pas des petites sphères. Il y en avait des petites. Il y en avait des énormes qui faisaient plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Qui se sont lancés à l'assaut du bazar. Et Uvarov va aussi se fonder sur ce qu'ont rapporté des membres d'un peuple autochtone précis, les Yakoutes. Ceux-là, ils ont été extrêmement bavards, bien plus que les autres. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'était des éleveurs de rennes sédentarisés. Et ils ont leurs légendes. Et des légendes extrêmement étranges qui pourraient supposer qu'effectivement cette installation fonctionne depuis bien longtemps et qui savent parfaitement de quoi il s'agit. Il va trouver également quelques documents d'archives qui sont très intéressants. Alors on va passer dans la théorie pure. Donc pour lui, il y aurait cette installation dans la vallée de la mort en Sibérie qui se mettra en action dès qu'un astéroïde, une comète ou un bolide s'apprête à frapper la planète. Leur destruction et leur déviation sera obtenue donc au moyen d'un champ électromagnétique qui serait pulsé et qui ferait des plasmas avec des sphères lumineuses qui ont été observées, et ces boules de foudre, ces boules de plasma artificielles pourraient atteindre jusqu'à 60 mètres, dira-t-il à un moment.
60 mètres de diamètre. Vous voyez l'effet que ça peut faire aux gens. Et elle serait produite donc par cette sorte de centrale énergétique qui se trouverait dans cette situation, dans cette région de Sibérie. Et il dira que cette installation est probablement située vraiment en grande profondeur sous la terre, hein, et pas à n'importe quel endroit, dira-t-il, parce que cette vallée de la mort, elle est située dans une zone géophysique qui est connue pour présenter une super anomalie magnétique. Et la source de cette anomalie se situerait très en profondeur sous notre planète. Et il va en déduire à partir de ce moment-là que cette centrale antédiluvienne tirerait son énergie pour pouvoir fabriquer ce qu'elle a fabriqué de cette énergie terrestre. Ça serait pas quelque chose qui se fabriquerait, qui s'auto-fabriquerait. Non, non. Ça serait à base de l'énergie de la Terre. Alors, allons nous balader dans la vallée de la mort. Qu'est-ce qu'on y trouve? Ce que beaucoup vont appeler des chaudrons. Alors donc, ces espèces d'iglous, c'est comme des chaudrons renversés. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une ouverture, on dirait un chaudron qui est à moitié enterré dans le sol. Hein. Donc dans cette Tougumska, qui est une région très humide, une sorte d'immense marécage, ont été retrouvées des structures diverses et variées, d'apparence métallique, à demi ensevelies dans le permafrost. Et ça a fondu. Donc c'est pour ça ça fond depuis un moment. C'est pour ça qu'on a pu en voir quelques-unes. Les Yakoutes les ont appelés les chaudrons renversés. Et parfois aussi les maisons de fer, parce qu'ils ont été s'y abriter, ce qui est une très mauvaise idée, vous allez voir. Donc elles sont presque totalement enfouies dans le sol. On les repère quand on ne les voit pas, parce qu'il y a des fois on les voit plus du tout, surtout maintenant. Eh bien on les repère parce que la végétation est tout à fait anormale à cet endroit-là. Les plantes, les herbes sont gigantesques. Certaines plantes qui devraient être, maximum 80 cm de haut, sont plus hautes qu'un humain. Donc c'est caractéristique, on sait que c'est là. Et puis en 1853, Uvarov va rappeler qu'un explorateur qui s'appelait Mahakoun, qui a parcouru la région de Yakoussie en Sibérie, va découvrir sur la rive d'un fleuve qui s'appelle la rivière Vilui. Donc, attendez, c'est un affluent de la rivière Vilui. Et cet affluent s'appelle l'Albi Timirgit. Il va découvrir pour la première fois un de ces chaudrons. Il mentionne ça dans ses notes. Donc ça, c'est un document d'archives, si je puis dire. Hein. Et il dit que ça ressemble à du cuivre, ça a l'air d'être du métal, et il va se rendre compte que le nom de l'affluent de la fameuse rivière Vilui, donc Albi Timirgit, ne porte pas n'importe quel nom. Si on traduit, ça s'appelle le chaudron coulé. On y est dans les chaudrons. Au siècle suivant, en 1936, vous allez avoir des militaires russes qui vont quand même aller fourrer leur nez là-dedans. Hein, parce que Kulik est passé par là, il a commencé certainement à parler, même s'il n'a pas trouvé les chaudrons. Donc ils vont aller se balader et ils vont trouver les fameuses structures. Ils vont faire des photos. Et les photos vont être totalement voilées. Bah oui, la radioactivité, en général, ça fait pas des photos nettes. Donc voilà. Toujours en 1936, près de la rivière Olgidak, qui se traduit d'ailleurs, Olgidak, ça veut dire le lieu du chaudron, décidément. Eh bien, un géologue qui est guidé par des anciens, alors ça sort d'archives aussi, par des anciens d'une tribu locale, probablement des Yakoutes, va découvrir une coupole hémisphérique totalement métallique. Alors, je soulignerai en passant, vous l'avez compris, que bien des sites de cette vallée de la mort et de ses environs portent des noms Yakoutes, qui signifient tous chaudron. Et ces Yakoutes vont dire, il y en avait beaucoup plus autrefois. Les anciens les voyaient. Mais la terre, elle a pris ses droits et ça disparaît. Seuls les chasseurs autochtones Yakoutes savent vraiment où sont ces dômes. Ils parlent pas vraiment, mais enfin, ils peuvent montrer. Hein. Alors, ce fameux géologue va voir une de ces structures. Parce qu'il y a un chasseur Yakoute qui va l'emmener. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va vraiment l'examiner et prendre des notes et décrire. Il va dire, c'est en métal, effectivement. La paroi, parce que c'est ouvert, hein, la paroi, c'est à peu près 2 cm, bien 2 cm d'épaisseur.
Tout est lisse, c'est complètement lisse et de couleur rougeâtre. Le bord du chaudron est tranchant. La hauteur de son entrée permet à un yakout à cheval sur son renne de rentrer sans se baisser. Donc c'est assez haut, hein. Et il va envoyer, c'est un scientifique, il va envoyer sa description au centre régional. Et c'est comme ça qu'on la retrouvera en 1970. Donc ça corrobore quand même beaucoup de choses. Uvarov ne raconte pas n'importe quoi. Et quand il y a une équipe de chercheurs, de nouveaux chercheurs qui vont revenir en 1979 pour retrouver le truc, parce qu'ils ont retrouvé dans les archives le papier de 70, ils n'ont jamais retrouvé l'installation. Et le guide autochtone va confirmer qu'effectivement, des fois ça disparaît. Ça a changé en quelques décennies, le paysage a beaucoup changé, il y a des choses qu'on n'a pas retrouvées, on ne les voit plus ces structures. En 96, vous avez un certain Mikhail Koretsky, qui connaît bien, lui, la vallée de la mort, qui l'a plusieurs fois visité, qui dira avoir pénétré par 3 fois dans ces étranges structures semi-rondes. Celles qu'il a visitées faisaient à peu près 2 à 3 mètres de diamètre, elles étaient au nombre de 7, et elles mesuraient 6 à 9 mètres de diamètre. Il y en avait plusieurs qui mesuraient 6 à 9 mètres de diamètre quand même. Donc c'est pas petit, hein. Et il va dire, lui, il va donner une description de ce qu'il a vu. C'était une sorte de métal qui ressemblait à du cuivre. Donc là, ça corrobore d'autres observations et de constatations qui ont été faites. Mais il va dire que le métal qu'il a vu, lui, n'était pas lisse, mais était recouvert d'une sorte de matériau qui ressemblait à de l'émery. C'est ce qu'on appelle du papier de verre, vous savez, l'émery. C'est granuleux. Et il va dire qu'il a essayé de gratter ce métal. Et à sa grande surprise, on ne peut l'ébrécher, on ne peut laisser des traces, le gratter, on ne peut pas le bosseler si on lui tape dessus. Il est inattaquable. Et surtout, il ne présente aucune trace d'oxydation en surface. Ça veut dire que c'est peut-être là depuis des millénaires, mais ça ne rouille pas. Bon, donc ça c'est quand même très spécial. Donc Koretsky va expliquer que lui et ses 5 compagnons qui l'accompagnaient, dans une visite en 1947, vont sous un de ces chaudrons, retrouver une grande salle ronde dans laquelle ils ont dormi. Mais c'est simplement une salle ronde. Il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de porte, il n'y a rien du tout. C'est simplement un espace rond. Donc ils vont dormir là. Pendant cette nuit, ils vont rien ressentir de spécial, mais il va y avoir des conséquences. C'est qu'à peu près 3 mois après cette visite, un des hommes de l'équipe va perdre tous ses cheveux du jour au lendemain. Quant à Koretsky, qui avait dormi la tête à même sur le sol, eh bien, il va constater peu après qu'il y a 3 petits points douloureux qui se trouvent sur le côté de son crâne. Il dirait que c'est pas plus gros que le bout d'une allumette, vous savez, le petit bout rouge, mais que ça lui fait un mal de chien. Et donc, dans le temps, si vous voulez, il a plus souffert de la même façon, mais les 3 points n'ont jamais disparu. Et c'était disposé en forme de triangle. Koretsky dira avoir aussi trouvé dans cette salle une petite pierre en forme de demi-sphère absolument parfaite. Elle est lisse, elle a 6 cm de diamètre, il la ramène avec lui. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il se dit tiens, est-ce que ça raye le verre? Donc, allons-y, c'est mieux qu'un coupe-verre avec une pointe de diamant, hein. Ça marche très très bien. Ça coupe le verre rectiligne. Et puis, il va dire aussi que des chasseurs locaux lui ont fait des confidences et qu'ils lui ont rapporté que dans les années 30, ceux-là avaient découvert des chaudrons qu'ils n'avaient jamais remarqués auparavant. Ils étaient tout neufs. Et quelques années plus tard, quand ils sont revenus dans cette partie désertique, à leur grande surprise, ils ne vont pas retrouver les chaudrons intacts, mais en morceaux. Et les morceaux éparpillés ça et là dans la nature. Dans cette même région, il y a également les chasseurs évinques, il y a les Yakoutes, mais il y a les évinques, qui vont également signaler des trucs un peu particuliers. Eux vont pas parler de chaudron, ils vont parler d'observations dans leur territoire, de harpons à 3 facettes qui émergent parfois du sol. Et certains sont stables et sont toujours émergés. Donc, c'est probablement une autre partie de l'installation.
Alors, d'après les Yakoutes, il y a de nombreuses structures qui sont disséminées au sol dans la région. Elles sont toujours demi-sphériques. Et eux sont persuadés, avec le modernisme, que c'est une technologie qui est inconnue des terriens. C'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué que nous ne connaissons pas, c'est évident. Et c'est là que va y avoir la confidence des légendes et des croyances locales qui vont corroborer quand même par certains détails, parce que ce qu'ont raconté les gens au début du siècle dernier, c'est quand même assez étonnant. Alors il y a les croyances et les légendes locales. Et Uvarov a vraiment travaillé son sujet, et vous allez voir que c'est très intéressant. Il y a des siècles, la région était habitée par des peuples nomades qui n'étaient pas les Yakoutes ni les Evans, mais les Tunguns. Et cela avait une tradition orale qui a permis de conserver la mémoire d'événements survenus il y a très longtemps, qui sont devenus légendaires et qui par la suite ont été écrits. Et l'une de ces légendes est intitulée Olonko. C'est un poème épique qui rapporte que la région fut un beau jour brusquement plongée dans l'obscurité. Il y a eu une déflagration monstrueuse juste avant, avec des éclairs. Et il y a eu un ouragan terrible qui a abattu les arbres. Et quand l'obscurité va se dissiper, les nomades vont découvrir avec stupéfaction que le paysage donc est dévasté. Et ils vont voir surtout une structure immense, brillante, sous le soleil. On ne voit que ça brille comme un château. Et c'est visible, c'est très haut, et c'est visible à des kilomètres à la ronde. Ça, c'est dans la légende. Et il se trouve que ce monument brillant, qui n'a pas de forme particulière, mais qui est un édifice quand même, que l'on voit de très loin, émet des sons. Des sons qui sont parfois assourdissants. Et au fil du temps, ça diminue progressivement. Puis ça disparaît. Puis un jour, la structure va disparaître. Elle s'est enfoncée dans le sol. Donc les nomades n'en reviennent pas. Ils vont aller voir. Ils vont aller voir et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Un gouffre béant d'où se dégage une odeur pestilentielle. Alors pestilentielle, qu'est-ce que c'est pour eux? Peut-être une odeur qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, ça pue. Et ils décident de l'explorer, ce gouffre. Et ils découvrent que ce gouffre est constitué par... Il y a 3 niveaux dans ce gouffre. Et ils appellent ça des gouffres ricanants dans ce poème épique. Alors pourquoi? Parce que ça doit faire du bruit, il doit y avoir des trucs bizarres. Et ils vont s'enfoncer assez profondément quand même dans les entrailles de la terre. Et ils vont remarquer que c'est vraiment très inquiétant, c'est sombre, c'est une sorte de pays souterrain, mais il y a quand même à certains endroits comme un soleil, c'est éclairé comme s'il y avait une lueur du jour. Mais ils savent pas d'où vient la lumière. C'est comme la terre creuse, vous savez, il y a eu des récits comme ça. Bon. Donc ils sont absolument stupéfaits, ils ont peur, et ils vont remonter de là, terrifiés. Ils vont remonter de là terrifiés, et ils vont rester à l'écart. Et ils vont voir que de temps en temps, quand même, ils surveillent le gouffre de loin, apparaît au-dessus du gouffre ce qu'ils appelleront une île tournoyante. Et il y en a qui sont plus curieux que les autres, évidemment, donc ils vont aller s'approcher à nouveau du gouffre, et ceux-là, on ne les reverra jamais. Donc, c'est un lieu maudit. Les siècles vont passer, et un jour, il va y avoir un petit séisme suivi d'un ouragan de feu. Et au cours de cette tornade de feu, il va apercevoir une sorte de boule de feu aveuglante qui va se mettre à se déplacer à grande vitesse, à basse altitude, après 4 coups de tonnerre, mais très très puissants. Ça retentit, ça roule dans l'air. Et cette sphère va laisser derrière elle une traînée incandescente. Elle va filer vers l'horizon et elle va finalement exploser et décimer une tribu hostile qui est voisine. Voilà ce que racontent ces anciens autochtones. Une dizaine d'années plus tard, le phénomène se reproduit et vlan, la tribu voisine décimée à nouveau, ce qu'il en restait.
Donc les Tunguks vont en conclure que cette boule qui détruit leurs ennemis finalement, et c'est un démon protecteur, qu'ils vont baptiser Nyungun Butur, ce qui veut dire, en traduction, le héros flamboyant. Sauf que, un peu plus tard, le destin va basculer. C'est que leur héros flamboyant, il va se retourner contre eux. Ils vont avoir le même scénario. Un jour, une gigantesque boule de feu va jaillir du gouffre en causant un vacarme absolument épouvantable et va exploser au-dessus de leur tête. Et ça va faire trembler la terre si fort que ils diront, le récit légendaire dit que les collines se sont fendues sur parfois plus de 100 mètres de profondeur. Après, ils vont voir cette fameuse île tournoyante qui va répandre une mer de feu qui va dévaster tout leur territoire. Et ils diront dans ce témoignage que on a entendu ça à des centaines de kilomètres, ce bruit, le bruit que ça a causé. Ceux qui ont survécu vont succomber à une curieuse maladie qui va se transmettre de génération en génération. Puis le temps va passer, on va oublier. On va oublier ce drame, malgré les avertissements des ancêtres, qui ont dit cette région-là, il faut s'en aller. Il ne faut pas rester là. Donc, petit à petit, les Tunguks vont revenir là. Et puis, 6 siècles vont passer. Et voilà qu'un jour, le héros flamboyant d'antan se manifeste à nouveau. Et c'est encore un tourbillon de feu qui survole le territoire et cette fameuse sphère de feu qui va aller se désintégrer bien loin. Et le même phénomène se reproduira quelques décennies plus tard. Et là, il va y avoir quelque chose de plus. Il va y avoir comme un essaim de tourbillons destructeurs qui vont causer des désastres absolument inimaginables. Et les Tunguns vont rebaptiser cet événement, c'est-à-dire pour eux c'est une personne qui fait ça, hein, c'est un personnage. Ils vont le baptiser Wat Usumu Tongdurai, ce qui signifie l'étranger criminel qui perça la terre et se cacha dans les profondeurs, détruisant tout dans un tourbillon flamboyant. La veille, il est noté dans ce récit que la veille avait été aperçu quelque chose qui traversait le ciel. Une météorite, un bolide, enfin bon. Et pour eux, c'était un messager céleste qui était venu comme pour avertir le héros flamboyant d'un combat imminent. Parce qu'on est dans les légendes épiques. Et donc, va y avoir tout un récit de combat mortifère entre Nyungur Butur et Tongdurai, qui est le héros flamboyant. C'est rapporté par diverses légendes, et ça se reproduirait, selon ces légendes, tous les 600 ou 700 ans, d'après ce qui a pu être observé au sol. Parce que il y en a qui se sont intéressés aux légendes, donc ils ont été voir géologiquement comment ça se passait. Et ben, il y a des traces. Et on a vu que dans les couches géologiques, ce genre de truc, ça se produisait tous les 6 ou 700 ans. Donc, c'est corroboré par du factuel, si je puis dire. Hein. Il y a des légendes yakoutes également qui évoquent des sphères volantes incandescentes, des tourbillons et des colonnes de feu qui sont surmontées d'une sphère qui proviendrait de ces fameux dômes de la vallée de la mort. Et ces récits précisent que ces manifestations s'accompagnaient souvent de 4 coups de tonnerre puissants, successifs, quand la sphère s'éloignait en laissant derrière elle une traînée de fumée et de feu, et qu'on entendait ensuite des explosions en salve, comme les gens de 1908 ont entendu. La même chose. Et Uvarov va également rapporter que dans les années 50, l'armée russe a fait des essais nucléaires dans cette région-là. Et donc explosé une bombe. Mais une fois, parmi toutes ces bombes qui ont explosé, il va se passer un incident bien particulier. En 1954, on fait exploser l'engin nucléaire, sauf que on va comprendre tout de suite sa douleur. L'engin a développé une puissance 2000 à 3000 fois supérieure à ce qui était attendu. Vous imaginez le désastre. Et ça a été enregistré par tous les sismographes de la Terre, cette explosion nucléaire russe de 54. Et on ne sait absolument pas pourquoi cette bombe, qui n'avait rien de spécial par rapport aux autres, a développé d'un seul coup une telle puissance. On ne sait pas.
Selon Uvarov, il y a d'autres sources qui proviennent d'expéditions ultérieures, hein, de chercheurs russes qui se sont déplacés dans la région de 1933 à 1947 sur la vallée de la mort. Et lors de l'une de ces expéditions, il y a quelqu'un qui va mener une enquête, c'est un scientifique qui s'appelle Michal Vizok, et lui, il parlera aux journalistes, et à des journalistes, et il va dire que dans cette vallée isolée de la Sibérie, il y a au moins 5 de ces chaudrons renversés, de ces structures, qui sont très anciennes. Et cet homme-là dira que c'était probablement pas une technologie, enfin quelque chose d'humain qui a été fait par les terriens. C'est tout à fait autre chose. Et comme l'a dit Uvarov également, cet homme-là va dire qu'un cataclysme semble avoir dévasté la région sur des centaines de kilomètres. Et c'est un cataclysme dont il a retrouvé les traces et qui daterait de 8 siècles. Donc c'est une région cataclysmique, on le sait, mais on ne connaît pas l'origine. Et puis il va y avoir d'autres témoignages qui vont être recueillis par Uvarov ou retrouvés dans des archives, celles de chasseurs et d'habitants locaux qui ont pénétré dans les structures en disant que ça donnait accès, pour certaines, pas toutes, à des chambres souterraines dont les murs étaient recouverts de métal. Et dans ces chambres-là, souterraines métalliques, eh bien, il régnait une chaleur épouvantable, mais qui était constante, en hiver comme en été. Alors, en hiver, il fait un froid terrible en Sibérie. Et bien là, on crève de chaud. Certains de ces chasseurs, l'hiver notamment, vont aller se réfugier dans ces endroits-là. Ils vont même y passer pour certains plusieurs nuits, lourde erreur, car tous vont décéder par la suite de maladies incompréhensibles. Donc les nomades yakoutes connaissent parfaitement ces structures de la vallée de la mort et cette vallée tout à fait marécageuse et hostile. Et eux disent c'est maléfique. Et même les animaux n'y vont pas. Ils ne veulent pas y aller, ils ne s'en approchent pas. Revenons à l'événement de 1908. D'après les autochtones, et tous les rapports qui ont été établis au fil du temps, et les gens qui ont témoigné, eh bien, on se rend compte qu'environ 2 mois avant l'événement, il s'est passé des choses. L'installation s'est remise en marche. On a entendu des bruits, des tremblements. Et puis, on a aperçu des petites sphères qui volaient au-dessus de la vallée de la mort. Et là, les chamans se sont inquiétés parce qu'ils savent, ils ont la tradition, ils ont l'oralité qui leur a transmis certaines croyances. Et là, ils savent et ils vont dire, ce sont les esprits des ancêtres qui nous avertissent qu'il va y avoir un problème là, une catastrophe imminente. Ça, c'était 2 mois avant c'était probablement au mois d'avril, hein, de 1908. Et le plus puissant des chamans va dire, il faut partir. Faisons une cérémonie parce que la fin du monde approche. Et voilà ce qu'il va dire. Les gens d'en haut veulent visiter Doulia. Doulia, c'est la terre. Personne ne doit assister à cela. Les gens d'en haut. Les tribus vont se déplacer. Elles vont commencer à se déplacer avec leurs troupeaux dans l'urgence, avec des itinéraires bien précis qu'ont dicté les chamans parce que les esprits ont parlé. Et un peu avant la catastrophe, il n'y a pas que les humains et leurs troupeaux qui vont se déplacer. Il va y avoir des déplacements d'animaux sauvages qui s'enfuient du territoire. On va voir les oiseaux déserter ces territoires. On va même voir, diront certains, les poissons disparaître des rivières. Et ça a été attesté par des documents qu'on a retrouvés dans des archives qui datent de 1927. Est-ce qu'il y aurait on sait que les animaux, quand il va y avoir un tsunami, ils dégagent, on a mis ça sur des champs électromagnétiques. Est-ce que ces animaux ont ressenti ça? Ces animaux sauvages? Fort probable. Et puis, 10 jours avant la catastrophe, qu'est-ce qui se passe? L'installation de la vallée de la mort entre en action. Et ça va avoir des conséquences visibles pour tous ceux qui ne sont pas très loin. Et même plus loin.
parce qu'on va voir des phénomènes atmosphériques qui sont liés à une augmentation croissante probablement du champ électromagnétique. Les nuages paraissent argentés, comme on les verra après argentés. Ils palpitent, diront certains. Il y aura des petites aurores boréales absolument inexplicables, avec une luminescence très particulière. Les cieux sont comme éclairés la nuit, alors qu'on n'est pas dans les nuits blanches de l'été du Nord. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. Et ces phénomènes ne vont pas être observés que dans la région, mais également dans une autre partie de la Sibérie, à l'ouest, et même dans certains pays d'Europe. On a vu avant. Et d'après Uvarov, il y aura un certain professeur allemand, qui est le professeur Weber, qui travaille dans l'université allemande de Kiel, qui a rapporté que dans l'un de ses laboratoires, il a enregistré une forte perturbation géomagnétique 3 jours avant l'explosion. Alors, et ça va s'arrêter net, cette perturbation, au moment même de l'explosion. Quand on saura à quelle heure ça a explosé, à Kiel, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de perturbation géomagnétique. On saura également que cette météorite avait une trajectoire sud-est-nord-ouest et que des témoins qui étaient situés très loin du lieu de l'explosion vont voir des objets s'animer dans le ciel. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a des trucs qui se mettent à voler. Mais ça part de tous les coins. Les 4 points cardinaux, on va voir ces objets qui vont arriver sur le lieu de l'explosion. Comme si des sphères arrivaient de partout des 4 coins pour venir se concentrer sur cette explosion. Il va y avoir des témoignages qui diront que 38 minutes avant l'explosion, l'installation de la vallée de la mort s'est vraiment mise en action à fond. Elle va lâcher elle aussi des sphères de plasma. Uvarov va les appeler Terminator, j'en ai parlé tout à l'heure. Et dans les archives de l'observatoire magnétique d'Irkoutsk, on va enregistrer une onde sismique, comme je l'ai dit, de 4,5 à 5 sur l'échelle de Richter. Et c'était quand même 600 km de l'épicentre, enfin, pas loin de 600 km. Lui, il avait fait des observations, il avait vu des sphères de feu, je l'avais dit. Puis il va y avoir un bruit de grand vent, un souffle épouvantable qui va durer 5 minutes, avec des coups de tonnerre qui sont comme des coups de canon, ça résonne, ça continue, et ça se termine net par comme un claquement de fusil, diront quelqu'un, certains. Donc, ce rapport corrobore un témoignage également d'une dame, une jeune femme plus exactement, qui vit dans un village pas très éloigné. Il est 7 heures du matin et elle voit une sphère incandescente aussi grande qu'une pleine lune qui se déplace en laissant une traînée derrière elle. Il y a d'autres témoins, des villageois, qui vont être angoissés par l'apparition de cette sphère. Ils vont la voir parce qu'au passage de cette sphère, le paysage change de couleur. Il y a une sorte de lumière étrange. Et ils vont dire c'est comme si le décor, dans cette lumière, devenait ondoyant. C'est assez curieux. Donc ça leur fait peur, évidemment. Et puis il va y avoir d'autres observations de sphères qui ont été faites de part et d'autre de la région. Et quand on va faire un tracé des trajectoires respectives, on va s'apercevoir ce qu'avaient dit les témoins, qu'elles convergeaient toutes vers un point central. Certains diront avoir vu des sphères qui changent de cap, d'autres qui s'arrêtent et qui repartent à une vitesse phénoménale vers le point de l'explosion. Et le tout avec un vombrissement qui va crescendo. Et puis, il y a des habitants qui vivent dans divers territoires différents, parfois très éloignés, qui vont voir ce fameux pilier de lumière qui s'élève du sol, comme s'il en sortait. Ils entendent un truc très bizarre, une sorte de ronronnement puissant qui va leur faire une peur terrible. Et puis il y a le sol qui tremble aussi. Et le pilier d'énergie qui devient très particulier, très lumineux, et va en émerger une énorme sphère, d'une dimension effrayante, diront certains. Ils parlent de soleil pour certains autochtones. C'est aussi grand que le soleil. En tout cas, c'est plus gros que la pleine lune. Et puis, il va y avoir le fameux séisme. Il va y avoir un autre séisme qui va être enregistré dans une mine qui est quand même assez éloignée, qui est la mine de Stepanovski. C'est concomitant. Et puis, il va y avoir le témoignage aussi d'un homme qui était en train de pêcher à ce moment-là. Il était au bord d'un lac, il était tranquille.
Il y avait sa petite canne à pêche, enfin, peut-être pas la canne à pêche en 1908, je sais pas comment ils étaient équipés là-bas, mais enfin bon, peut-être des filets. Ah, puis là, il va pas être déçu. D'un seul coup, le lac se vide. Plus rien. Et que voit-il? 2 immenses plaques dans la boue. Il voit ça luit un peu au soleil. Et puis d'un seul coup, ça s'ouvre. Il voit que les 2 panneaux, c'est dentelé, hein. Et il est complètement sidéré, le pauvre homme. Il lâche tout, hein, ses poissons, ses cannes à pêche et tout le reste, et le voilà parti au galop dans la forêt, courage fuyant. Et surtout qu'au moment où il s'en va, qu'est-ce qu'il voit qui émane de cette ouverture? Une lumière éblouissante, et ça fait du bruit, ça bourdonne. Et puis là, il voit une sphère qui sort dans un rugissement terrible, dira-t-il. Donc, il s'en va en courant dans la forêt, sauf qu'il va pas avoir le temps, c'est qu'il va prendre feu. Sa chemise va prendre feu, donc il aura les oreilles et le visage gravement brûlés. D'autres témoins vont également révéler un autre phénomène fortement impressionnant, à savoir des balais de sphères lumineuses. Ça vole à grande vitesse, ça stoppe, ça repart. Ils avaient jamais vu des choses pareilles. Ils se déplaçaient à une vitesse mais absolument sidérante. Puis ça change de trajectoire, donc ils ont peur, ils disent ça revient. Et puis, c'est toujours pas à l'horizontale, hein, ça a une altitude constante. C'est parallèle à la Terre, ça vole bas, mais c'est parallèle à la Terre. Et ce qui est quand même assez étrange, c'est qu'à ce moment-là, des gens qui sont situés quand même à 800 km de distance vont apercevoir ces sphères. C'est-à-dire que c'est pas resté condensé sur un territoire bien particulier. Et puis, il va y avoir la météorite. La météorite qui apparaît. Certains évalueront sa hauteur, son déplacement en altitude à peu près à 10 km de hauteur. Et là, surprise, on voit le bolide et d'un seul coup, plaf, pulvérisé. Pulvérisé par les sphères qui sont arrivées de partout. Boum, 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 boum. Et là, le bolide a l'air de fondre. C'est du plasma, c'est un truc qui fond, quoi. 50 km plus loin, par rapport à l'endroit de l'observation, des habitants vont voir leurs vêtements s'enflammer spontanément. Ils vont ressentir une onde de chaleur absolument atroce qui semble venir du ciel. C'est brûlant. Et concomitamment à cela, il va y avoir un gigantesque flash qui va éclairer la région et cacher la lumière du soleil. On est en plein jour, je vous l'ai dit, à 7 heures du matin. Les arbres, à ce moment-là, vont être soufflés, comme des allumettes. Le haut des collines va être arasé. D'ailleurs, on voit sur certaines photos les collines, puis jamais rien à repousser, là. Les yourtes de ces pauvres autochtones vont voler, terminé, plus rien. Et les gens vont s'envoler avec leurs yourtes, avec le souffle. Certains vont reprendre connaissance tout de suite, mais il y en a qui mettront des jours à reprendre connaissance. Et une première explosion phénoménale va désintégrer la météorite, donc. Mais il va y avoir plusieurs explosions, plus légères, parce qu'il y a des morceaux à désintégrer. Et les sphères, elles sont toujours là. Et c'est pas les Terminators du départ qui ont détruit le bolide. Ça, ce sont d'autres sphères. D'autres sphères qui étaient restées en vol stationnaire pendant que les premières sphères opéraient. Et ces petites sphères, avant de toucher leur cible, c'est-à-dire les débris, deviennent rouge vif. Et le rouge vif est si puissant que ça illumine tout le paysage en plein jour. Le paysage est rouge. Et le ciel bleu devient rouge. Vous vous rendez compte? Et puis, il va y avoir une phénoménale explosion et un grondement épouvantable qui va ébranler la région. Une sorte de son de cloche. Ça va se terminer par un son de cloche, comme si on tapait sur du fer, vous voyez, une gamelle en fer. Et puis, il va y avoir à nouveau ce roulement de tonnerre qu'on va entendre pour près d'une demi-heure, selon certains témoignages. Et puis, il va y avoir des gens qui diront précisément avoir vu une sphère exterminer le bolide, mais en le percutant par le haut. Là, il n'y avait qu'une sphère. Certains voient plusieurs sphères, d'autres en voient qu'une. En tout cas, ça serait par le haut. Certains auraient vu aussi l'objet incandescent, parce qu'il est devenu plasma, remplacé, il disparaît à la fin, remplacé par un gros nuage de fumée noire. Et à ce moment-là, va se produire un bruit absolument monstrueux,
comme s'il y avait des coups de canon qui étaient tirés. Le sol et les maisons vont trembler, les murs se fendiller et des flammes puissantes vont jaillir du nuage. Ça va les terrifier. Un témoin qui était une centaine de kilomètres de là dira avoir vu une langue de feu immense qui va embraser le ciel vers le nord. Il va sentir une bouffée de chaleur épouvantable. Et il pense que ses vêtements crament. Un coup de peau, ça n'a pas pris feu. Mais enfin bon. Et après, il va entendre un bruit énorme. Mais en tout cas, lui, il va être projeté comme les pauvres Yakoutes. Il va faire un bond de 4 mètres. Et les habitations seront très amochées. En certains endroits, des habitants de villages, des villageois vont décrire des dégâts impressionnants. Des pans de collines qui ont disparu, qui se sont effondrés, des arbres et des yourtes aspirés, des rivières et des ruisseaux qui coulent à contresens. Il va y avoir des blessés multiples, mais c'est les animaux qui vont prendre le plus. Les troupeaux vont être terriblement décimés. Et puis, il y a un truc surprenant. Plus on rapproche du lieu d'impact, supposé, ou du moins du lieu de la chose, plus on se rend compte que ceux qui sont dans cette zone-là n'ont pas ressenti le souffle. Le souffle, il était ressenti à des centaines de kilomètres. Et puis le tremblement du sol a été à peine perceptible. En fait, le souffle et le tremblement de terre, c'est vraiment éloigné du point d'impact supposé, qui n'en est pas un d'ailleurs, puisqu'on le sait. En tout cas, il y aura quand même des dégâts. Et puis, des scientifiques russes, ainsi qu'Uvarov, vont évoquer dans les années 90, il n'est pas le seul à le dire, qu'il y a effectivement eu quelque chose qui n'a rien à voir avec quelque chose de naturel, et que pour préserver les humains, parce que normalement tout le monde aurait dû être tué avec des trucs pareils, il y aurait eu certainement une technologie compensatrice de forces explosives, qui a fait que ça a limité les dégâts. Mais plus sidérant encore, c'est ce qui va être dit aux enquêteurs d'Uvarov, par des descendants de témoins. Certains vont se retrouver à voler dans les airs de leurs ancêtres. Ils vont décoller, comme s'ils étaient aspirés vers le haut. Et ils vont se retrouver des fois, le derrière dans l'eau, à des centaines de mètres dans les marécages. Ils savent pas comment ils sont arrivés là. En 1930, une jeune fille fera une déclaration assez surprenante, elle aussi, à un enquêteur. Elle va dire qu'elle était partie chercher de l'eau avec une copine au puits, et d'un seul coup, elle va voir le ciel s'ouvrir devant elle, du haut jusqu'au sol. Et par la brèche, alors elle voit des jets de feu qui apparaissent, puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'elle voit par la brèche? Le ciel bleu qui s'est fendu pour laisser place à un ciel étoilé. C'est comme si on avait déchiré le décor. Alors ça, il y a déjà eu ça avec, je me demande si c'est pas le cas de Robert L, où il avait vu un truc dans ce goût-là. Parce qu'ils savent manipuler l'espace-temps et parfois. Mais il y a eu plusieurs témoignages d'observateurs d'OVNI ou de contactés qui ont expliqué, qui ont vu ce genre de choses. En tout cas, dans ses interviews et dans les articles qu'il va rédiger, Uvarov va expliquer que selon lui, cette installation est dirigée par des forces intelligentes. C'est pas un truc qui arrive comme ça. Il y a des technologies de destruction et des technologies de préservation en même temps. Sinon, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts humains. Et puis, on va chercher évidemment des traces sur le sol. Alors, on va surtout aller faire des expériences, enfin des relevés de terrain. On va aller regarder sur le terrain. Il y a beaucoup d'équipes qui vont se déplacer. On va pas faire qu'écouter les gens, hein, parce que ça vaut ce que ça vaut, les témoignages. On va aller sur place. Donc, il y a un nombre assez conséquent d'équipes de chercheurs qui vont aller examiner la région. Et ils vont expliquer qu'il y a 3 sites différents qui sont marqués par des impacts distincts, qui sont situés à une centaine de kilomètres les uns des autres. Hein? Alors les 2 premiers sites, on les a baptisés Chiskov et l'autre Kulik, en l'honneur du premier qui s'est déplacé sur place. Et sur le lieu du site de Kulik, on voit que la météorite, il y a un bout qui a explosé. Et qu'un de ces fragments a certainement parcouru 120 km avant de frapper le sol, par rapport à d'autres observations qu'on a pu faire. Et ça a creusé un cratère. Et le cratère, il est toujours visible, comme on peut le voir.
Il s'appelle le cratère Voronov. Et c'est ce cratère Voronov, qui est le 3e site répertorié. On a mesuré sa profondeur, il fait 20 mètres de profondeur et il fait 200 mètres de diamètre. Voilà. Et comme vous voyez, il est perdu au milieu de la végétation. Et Uvarov a une obsession avec les Terminators. Il adore ça, donc il va en reparler et il va parler des Terminators secondaires, parce qu'il y a les principaux qui ont détruit la météorite, puis il y a ceux qui ont fait le ménage. Donc ça, c'est pas au moment de l'explosion, c'est après. C'est-à-dire que dans les jours qui vont suivre, des gens de la région vont voir d'autres boules de feu, et notamment la nuit. Il y en aura plusieurs des observations comme ça. Certains scientifiques vont prétendre que ce sont de petites météorites. Uvarov dit non, c'est pas ça du tout, parce que ce que vont décrire les gens, c'est vraiment des sphères, c'est pas des météorites. Et ça se déplace erratiquement. Et lui évoquera des terminators de réserve, des sphères secondaires de sécurité, qui seraient venus faire le ménage après. Peut-être sur des radiations, ou si ça a peut-être déposé des micro-organismes spatiaux qui pourraient être dangereux. C'est ce qu'il a supposé. Enfin, ce sont des terminators qui font le ménage. Et ça, ils sont venus après. Alors, quant au reste de la météorite, évidemment, tout le monde a cherché. Il y en a eu des expéditions. Puis il y en a une qui va être envoyée sur les lieux suite à l'incident, tout de suite après, pratiquement. Aucune trace du bolide. On retrouve au sol que des petites sphérules, vous voyez, des toutes petites sphères, qui sont plus ou moins éclatées. On analyse leur composition, magnétique et silicate. C'est classique, quand il y a des météorites ou des choses comme ça, on peut retrouver des choses comme ça. Et il se dit, oui, ce sont les résidus, quand les sphères ont fait fondre le bolide, c'est tombé en gouttes et ça fait des petites sphères, et puis voilà. D'où l'existence des sphérules qu'on a retrouvées en grande quantité. Et puis, on va en découvrir aussi en forme de larmes, comme si un métal était fondu. Elles sont pas rondes, elles sont en forme de larmes, une goutte fondue vous voyez ? Et quand on va les analyser, celles qui ont fondu, les larmes n'ont pas la même composition. On trouve 10% de nickel en plus dans la composition des larmes. Donc le nickel, on le sait, c'est d'origine spatiale. On retrouve ça dans diverses compositions de divers fragments de météorites. Et puis, il va y avoir des études de terrain qui vont être réalisées en 61-62, qui vont permettre de démontrer que les sphérules n'étaient pas du tout placées au hasard sur le territoire. C'est sur une bande qui fait à peu près 50 à 60 km de large, sur 250 km de longueur, à partir de l'épicentre de l'explosion. Donc, le bazar s'est désintégré sur 250 km en répartissant ces petites sphérules, mais sur une bande de 50 à 60 km de large. Alors, d'après le nombre de sphérules qu'on a pu voir et répertorier, certains ont estimé que la bestiole qui a explosé faisait à peu près 10 tonnes. C'est quand même pas mal. Et puis, il va y avoir des interventions ultérieures. Bon, on a parlé des piliers de lumière tout à l'heure qui émergeaient du sol, avec des distances, on le voyait de loin. On a parlé des sphères également, on a parlé de la fuite des oiseaux, des animaux, mais c'est pas fini. C'est que ça va recommencer. En 1984, les piliers de lumière vont réapparaître. En 1984, en février 84, il y a une météorite qui arrive. Et il y a des gens qui se trouvent dans un bus scolaire, donc des élèves et des adultes. Et ce bus se déplace dans l'est de la Sibérie. Et que voient les gens par les vitres de l'autobus? Un fameux pilier de lumière, à l'ancienne, comme les autres, les Yakoutes et Evans, tout ça, ont décrit. Ça semble émerger du sol. Et ça prend, diront les témoins, une série de formes géométriques très étranges. Mais c'est très visible. Et il n'y a pas que ce témoignage-là. Ce même jour de février, il y a des deux hommes qui pêchent tranquillement au bord d'une rivière, et voilà qu'ils voient deux grosses sphères lumineuses qui surgissent des collines environnantes. Ils n'en reviennent pas. Elles vont s'élever lentement du sol avant de prendre une accélération phénoménale et disparaître dans une couche nuageuse.
Et là, surprise pour les pêcheurs, là que les nuages commencent à devenir brillants, ils luisent, et ça va durer un bon moment. Et c'est alors qu'ils vont voir apparaître un peu plus tard un bolide venu de nulle part, qui va venir exploser dans le ciel, en l'air, et disparaître dans une gerbe d'étincelles au-dessus d'une rivière. Et n'en reviennent pas. Quelle partie de pêche. Lorsque les enquêteurs vont se rendre sur place, parce qu'on est en 84, là on se déplace plus facilement, ils ne découvriront rien. Il n'y a aucune trace au sol. Sauf les petites sphérules de magnétite et de silicate. Puis alors, Uvarov va révéler quelque chose de très intéressant également, savoir qu'un satellite de la défense américaine aurait aussi filmé en septembre 2002 l'explosion phénoménale d'une météorite de taille très importante, celle-ci. Ça serait passé à peu près à 62 km d'altitude et normalement elle aurait dû taper la Sibérie de plein fouet, et notamment la région d'Irkoutsk, toujours à peu près dans le même coin, quoi, finalement. Et cette météorite, finalement, a été réduite en miettes par une explosion absolument phénoménale, dont on évalue la puissance à peu près 200 tonnes de TNT. Et donc, elle a été percutée à 62 km, mais elle a explosé à 30 km d'altitude. Et suite à cela, le département de recherche d'Uvarov va envoyer une expédition sur place, évidemment. Et c'est ainsi qu'ils vont recueillir les témoignages de militaires qui sont là, mais également d'habitants. Et qu'est-ce qu'ils vont décrire, ceux-là ? La procédure classique de l'installation de la vallée de la mort, avec la fuite d'animaux préalable. 24 heures avant, les oiseaux, tout le monde met les bouts, vite fait. Certains vont également expliquer qu'ils ont vu une lumière blanche hémisphérique, aussi brillante que la Lune. Et c'était même encore pire que ça, c'est que certains parleront d'un arc électrique qui s'élève vers le ciel comme quelque chose de rond, voyez, mais qui s'élève vers le ciel, qui vire à un moment, et à l'arrière, ils vont découvrir que ce qui n'est pas vraiment un engin, on ne sait pas trop ce qu'on voit, et une lumière rouge-marron dont émergent des petits rayons visibles sur sa surface en montant, voyez, enfin c'est assez curieux. Certains vont décrire un objet sphérique de la taille d'une lune, avec des contours indéfinis, il y a un halo autour, un halo turquoise, ça doit être très joli à regarder. Et c'est suivi d'une traînée d'étincelles. D'autres diront avoir vu les fameux piliers de lumière s'extraire du sol. Et à ce moment-là, il va se produire quelque chose, c'est que tous les chiens du village vont se mettre à hurler, à gémir, à hurler. Ça a dû provoquer des ultrasons, c'était absolument insupportable pour eux. Certains diront avoir perçu des bourdonnements, d'autres évoqueront un grondement semblable à celui de réacteur d'un avion, qui fait trembler les vitres, comme un avion de chasse qui passera en basse altitude finalement. D'autres vont décrire une lueur visible, durant quelques secondes, qui va s'étendre, tout le ciel va se mettre à briller. Puis quelques secondes plus tard, boum, une énorme déflagration, comme un bang supersonique. Certains vont dire qu'avant que ça explose, ils ont entendu comme un sifflement strident. Ça ressemblait à une sorte de souffle qui faisait bourdonner les oreilles. Et puis ça deviendra une secousse, ça fera trembler les murs, péter les vitres, enfin déplacer des meubles, même dans certaines maisons, les meubles se sont déplacés. Enfin bon, bref, dans la région de l'Éprisande, quand même, il n'y a pas une vitre qui a tenu aux maisons. Tout est tombé par terre et elles sont tombées par vagues saccadées, parce qu'il y avait comme des pulsations. Et puis Uvarov va indiquer que dans une petite ville qui s'appelle Mama, eh bien, va y avoir des dysfonctionnements du réseau électrique, mais très très importants. Les lumières s'éteignent, clignotent, il y a une tension électrique instable, et donc, ça arrive quand il y a des ovnis, par exemple, qui passent dans le coin, ça crée des perturbations électromagnétiques, là, on se retrouve exactement la même chose. Et il s'avère que le satellite américain n'a pas vu que l'explosion, elle a suivi, on voit, elle a filmé, ce satellite a filmé un balai de sphères à l'œuvre. Ça fait évidemment l'objet d'un rapport militaire américain, mais qui a été transmis visiblement aux Russes. En tout cas, dans la région de l'épicentre, sur cette météorite récente finalement, on va découvrir, comme par hasard, des arbres étêtés. Et au pied, les fameuses sphérules de magnétite et de silicate. Et
on va encore recueillir des témoignages disant que pendant plusieurs jours, une sorte de luminosité étrange a persisté dans le ciel. Et d'autres diront avoir vu 2 jours après l'explosion des petites étoiles brillantes qui se déplaçaient au-dessus de la taïga. Probablement comment dirais-je, les terminators secondaires qui venaient faire le ménage, comme d'habitude. Et puis, il va y avoir d'autres expéditions et d'autres hypothèses. Au fil des décennies qui ont suivi donc la catastrophe de 1908, comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs expéditions dans la Tunguska. Et il y en a qui vont envisager certaines causes. Alors, qu'est-ce que sont les hypothèses qui ont été envisagées? Alors, il y a de tout. Parmi les plus classiques, c'est un fragment de comète qui serait constitué de glace et de gaz qui aurait explosé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de traces de météorites au sol, de traces ferreuses ou autres. Et puis, ça expliquerait également l'onde de choc. Ça peut se faire également. Ça expliquerait également les ondes sonores. Donc ça, c'est les explications classiques qui ont été données par certains. Il y en a d'autres qui ont retenu l'explosion de gaz de marais. Comme si les marais allaient exploser d'un seul coup. Enfin bon, ça c'est gentil, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Et puis, il y en a d'autres qui vont se dire, ça se pourrait très bien que ce soit en fait, c'est une région très volcanique, des volcans très anciens, il y avait peut-être des poches de gaz et boum, ça colle pas vraiment avec les observations. Il y en a un qui a dit que ça devait être pour l'explosion de 1908, ça devait être une boule de foudre d'1 kilomètre de diamètre. C'est pas très courant, ça non plus, et à ma connaissance, ça n'a jamais été observé. Mais il y aura des hypothèses encore plus originales. Et notamment celle d'un crash de vaisseau extraterrestre. Alors ça serait un certain Alexander Kazantsev, qui est un auteur de science-fiction russe, qui en 1945 va y aller plein pot sur le vaisseau qui s'est crashé en Sibérie. Enfin bon. Alors, évidemment, tout le monde va se foutre de lui, les astronomes, les scientifiques et tout, en disant qu'il faut arrêter quand même, c'est bien, mais c'est un peu fumeux. Mais il y en a qui se désespéreront pas, parce qu'il y en a un autre qui va reprendre en disant qu'en fait, c'est un vaisseau extraterrestre qui a connu en vol une explosion nucléaire. Bon, ça tient pas, c'est n'importe quoi. Alors, dans le carrément surprenant, en 73, il va y avoir 2 scientifiques américains qui vont se distinguer. Ils vont soutenir avec le plus grand sérieux qu'un micro-trou noir se serait aurait traversé la planète en passant par la Sibérie pour ressortir dans l'Atlantique Nord. Bon, ça, je sais pas comment ils ont réussi à trouver ça, mais enfin bon. Ça faisait suite à une autre hypothèse, d'ailleurs, qui avait été posée en 1965 par des scientifiques nord-américains également, qui pensaient qu'une météorite d'1 kilo d'antimatière avait traversé la planète et avait explosé au-dessus de la région de Sibérie. Et puis, en 2002, va y avoir également une thèse, celle d'un astéroïde de matière noire qui aurait explosé à haute altitude au-dessus de la taïga, de la Tunguska. Bon, alors des trucs comme ça, il y en a un paquet. Je vais pas partir là-dessus. Mais on va reparler un petit peu de thèses qui ont été tenues par d'autres scientifiques qui ont cherché un petit peu mieux et de façon un petit peu plus sérieuse et qui font suite finalement un peu aux conclusions qu'avait sorti Leonid Kulik. C'est assez classique. Par exemple, vous avez un scientifique américain qui enseigne à l'université du Nouveau-Mexique, qui s'appelle Max Borslow, qui est spécialisé dans la modélisation des impacts de météorites. Donc, celui-là va faire des calculs, il va réaliser des simulations qui vont démontrer que l'astéroïde, parce qu'il y a eu un astéroïde qui est passé au-dessus de la Tunguska, pouvait mesurer à peu près 10 mètres de diamètre, elle avait explosé dans l'atmosphère et aurait développé une puissance de 3 à 5 mégatonnes. Par contre, il donne pas la cause pourquoi elle a explosé, ça on sait pas. Il y a un scientifique russe du nom de Valéry Vladimir Svetsov, qui est rattaché à l'Institut de la dynamique des géosphères de l'Académie des sciences russes, qui va donner une explication à peu près similaire. Alors lui, il va déclarer le corps freine à cause de l'atmosphère, dégage des jets de vapeur qui, en raison de la résistance de l'air, crée un tableau similaire à une explosion nucléaire. Cette explosion qui survient à 5 km d'altitude produit une onde de choc et les particules gazeuses résultant de l'explosion se répandent dans l'atmosphère. Donc ça pourrait correspondre à certaines observations, mais pas toutes, puisque les sphères ne s'expliquent pas. Et puis plus récemment, vous avez une étude de chercheurs de l'Académie des sciences d'Ukraine
sous la direction d'un certain Victor Kaftinstia. Je suis pas très douée, moi, avec le russe. Donc cette théorie va s'appuyer sur la thèse de la météorite, elle aussi, cause plus probable de la catastrophe, et l'équipe de ce chercheur va se rendre sur place et va découvrir dans une couche de tourbe une couche de végétation décomposée qui date de l'époque de l'explosion de la météorite. Et là, ils vont découvrir des agrégats de différents, comment dirais-je, de ces différentes roches, du diamant, du graphite, de la lance-baléite, qui ont un point commun qui est celle d'avoir des allotropes du carbone avec des formes cristallines. Et alors, pour ce qui est de la lance-baléite, elle est connue pour se former de façon soudaine sous l'effet d'une onde de choc. Il y en a une, et une sacrée. Hein. Et l'onde de choc peut résulter d'une explosion qui peut être née effectivement d'une explosion d'une météorite qui était sur le point d'impacter. Et puis alors, la lance-baléite contient des minéraux que l'on retrouve classiquement dans la composition des objets célestes, savoir le sulfure de fer, l'alliage de fer, le nickel, la thaïne et la troilite. Donc, il y a quelque chose de concret. Là. Alors, parmi les hypothèses du public, on va reparler de celui que tout le monde adore, de Nikola Tesla. Parce que on le met à toutes les sauces et là, il y est encore. Bon, alors, parmi les travaux qu'a fait Tesla, il y en avait un qui lui tenait particulièrement à cœur. Il voulait que la planète puisse bénéficier d'une énergie équivalente à l'électricité pour pouvoir s'éclairer gratuitement. Et donc, il avait imaginé tout un système qui ferait le tour de la planète avec des tours relais pour pas qu'il y ait des baisses d'intensité de l'onde énergétique qui distribueraient la lumière gratuitement. Et donc, c'était parti d'un très bon sentiment. Mais Nikola Tesla s'est aperçu, quand il a commencé à faire ses travaux, et en avançant dans ses travaux plus exactement, que son bazar, qui était capable d'émettre une puissance de 100 milliards de watts, pas rien quand même, si on fixait ça sur un point précis, ça pouvait faire beaucoup de mal, savoir se transformer en rayon de la mort. Donc, c'est pas rien, évidemment, parce qu'un rayon de la mort comme ça développe quand même une puissance de 10 mégatonnes de TNT. Ça fait beaucoup, ça fait mal. Alors, il va déclarer un jour, alors mi-figue, mi-raisin, qu'il sera bientôt possible de fabriquer des émetteurs capables de détruire n'importe quel point de la planète si on en a envie. Bon, on ne sait pas s'il blaguait ou pas, mais bon. Toujours est-il qu'il faut se rappeler qu'en 1906, notre pauvre Nikola Tesla est ruiné. Tous les généreux donateurs l'ont lâché comme des malpropres. Par contre, il est toujours dans cette installation qu'on connaît bien, qui est le fameux site de Wardenclyffe, où il y a cette fameuse tour qui ressemble à un champignon. Et bon, il n'y a plus de salariés parce qu'ils n'ont pas été payés de leur salaire, donc il travaille tout seul, il fait ses petites expériences tranquilles et il poursuit ses travaux. Et notamment sur cette fameuse énergie destinée à éclairer l'humanité. Et il se rend compte que ça peut faire des ondes d'intensité suffisante pour faire exploser un navire. Mais il dit ça comme ça, un journaliste, comme ça. Oui, mon truc, je pourrais faire exploser un navire à distance. Et ça fera un sacré feu d'artifice s'il y a des munitions en soute. Sauf que le 11 mars 1907, donc un an avant la Tunguska, un cuirassé français, l'Iéna, qui se trouve dans un bassin de carénage, va exploser dans des conditions absolument étranges. On n'en trouvera jamais l'explication. C'est pas pourquoi il a pété le truc. Alors évidemment, aussitôt, comme il avait sorti la petite phrase, on va se précipiter chez lui, les journalistes. Alors monsieur Tesla, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une de vos expériences. Et lui ne répondra pas. Ni dans un sens, ni dans un autre. Donc c'est parti mon kiki. Sur la rumeur. Donc bien des décennies plus tard, cette rumeur enfle. Cette rumeur enfle parce qu'il y a eu autre chose entre-temps. Il y a eu un explorateur américain qui s'appelle Peary, Robert Peary. Lui, c'est une star à l'époque parce qu'il part au pôle Nord avec ses équipes et il en fait tout un pataquès parce que le mec, il sait communiquer.
Et voilà qu'il se dit dans la fameuse rumeur que Tesla aurait envoyé un message à cet explorateur, pour le moins étrange. Et dans ce message, il lui aurait conseillé de se tenir sur le qui-vive et de noter tout ce qui pouvait lui paraître inhabituel, notamment ce qui concerne des phénomènes célestes et des aurores boréales. Et il aurait même indiqué, selon la rumeur, ce brave Tesla, à cet explorateur, qu'il allait lui éclairer sa route jusqu'au pôle Nord. Donc, évidemment, c'est parti, mon kiki, ça va enfler dans tous les azimuts, ça va devenir tenace au point de devenir évidemment une vérité, on connaît le truc. Donc, Tesla aurait lancé son fameux rayon de la mort sur la Sibérie et sur la Tunguska en particulier. Il serait responsable de la catastrophe de 1908. En fait, il aurait fait ça pour se faire du fric, d'après la rumeur. Ah oui, parce qu'un rayon de la mort comme ça, pour les militaires, ça les intéresse. Donc, monnaie, il était fauché à l'époque, faut le savoir. Donc Tesla aurait eu, d'après la rumeur, cette idée tordue d'aller diriger son foutu rayon sur la Tunguska. Il y a quand même des éléments troublants dans cette histoire, parce que, à un moment, on sait que Tesla a cherché des cartes de Sibérie et demandé des renseignements sur des territoires en précisant qu'il voulait les territoires les moins peuplés de la région. Et ça, c'est arrivé quelques semaines avant que l'explosion ne se produise. Donc ça, c'est assez curieux. Et puis, on se rappellera également quand il menait ses expériences à Colorado Springs avant d'aller sur son autre site, eh bien, souvent on a vu au-dessus de son laboratoire de curieuses lueurs dans les nuages. C'est un peu particulier. Et puis on a vu aussi que quand Tesla faisait ses expériences sur la ionosphère à Wardenclyffe, les oiseaux mettaient les bouts très vite. Et ceci dans un rayon de 30 km. Or, on se souviendra de ce qui s'est passé à Tunguska avant et après. Les oiseaux ils sont partis et les animaux, parfois 2 mois avant que ça ne pète. Hein. Alors, à moins que Tesla ait réalisé quelques essais mineurs avant de réaliser son tir fatal, bon, enfin, tout ça, c'est une rumeur. Hein. Et puis bon, moi j'ai tendance à penser, parce que Tesla, j'ai quand même pas mal vu ce qu'il avait fait. J'ai vu comment on peut démanteler l'expérience de Philadelphie, puisque je l'ai factuellement démantelé, cette histoire-là. J'ai vu ce qu'était cet homme, qui était un homme à la fin de sa vie, qui n'avait pas d'argent, que son neveu ambassadeur dépannait, qui se faisait virer des hôtels parce qu'il n'y avait pas un rond, et qui n'aimait qu'une seule chose, c'est sa pigeonne. Hein, voilà. Et il écrivait des poèmes, et c'était un homme qui aimait les animaux, qui aimait les gens, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche, qui s'est fait avoir comme un bleu par des gens divers et variés, dont Edison, et c'était un humaniste, Tesla. Donc même s'il y a des trucs un peu bizarres, je ne vois pas absolument pas Tesla aller tester son rayon de la mort en Sibérie. Tout ça, c'est du flan. Pour ceux qui le croient, parce qu'il y en a qui le croient encore, je le sais, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et puis en plus, n'oublions pas que tout est arrivé du ciel, d'après les habitants, hein, ou c'est sorti du sol. Or, l'onde de Tesla, elle est horizontale, elle suit le cours de la planète. Donc, ça ne collait pas. C'est pas un truc qui peut tomber ou sortir comme ça. Donc, ça ne colle pas. Et puis bon, après, ça a continué. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ces installations, elles fonctionnent tout seules. Il n'y a plus de Tesla depuis longtemps. Hein, donc, c'est pas ça. Donc, on oublie Tesla, même si ça fait plaisir à certains. Et puis, la dernière étude récente, là, je vous l'ai dit, il y a une étude récente qui a été publiée en 2020 par la revue scientifique britannique The Monthly Notice, je ne sais pas si ça se dit comme ça, of the Royal Astronomical Society. Donc, c'est une société d'astronomie royale anglaise. Elle a publié une étude réalisée par l'Université fédérale de Sibérie. Et là, il est question d'un astéroïde qui n'aurait pas percuté la planète, on est toujours sur le même cas, mais qui l'aurait simplement frôlé. Et les chercheurs russes qui ont fait cette étude, vous voyez, ça continue à travailler, plus d'un siècle après, hein, cette histoire,
ont modélisé l'impact aussi, comme l'ont fait des Américains avant eux. Et ils ont pris plusieurs paramètres en cause. Donc, un astéroïde de 50 mètres de diamètre, un autre de 100, un autre de 200. Et puis, ils se sont dit, ça va passer, on va voir avec une altitude de 10 000 à 15 000 mètres, qu'est-ce qui se passe. Et puis, on va voir comment ça fonctionne en fonction de la nature, de la composition de l'astéroïde, si c'est du fer, de la glace ou des roches. Et ils ont fait des diverses simulations. Et ils sont arrivés à dire que le site de la Tunguska avait été effectivement approché par un astéroïde qui devait être ferreux, qui devait mesurer entre 100 et 200 mètres de diamètre, qui aurait frôlé le sol à une altitude de 11 000 mètres, à une vitesse de 11 km/s, avant de repartir en direction du Soleil. Pour eux, c'était un truc de passage. Donc il a fait... Et hop, il est reparti en direction du Soleil. Et ça expliquerait pour eux l'absence de cratère, le fait que l'objet était brûlant, qu'on l'ait vu perdre de la matière, hein, il a perdu de la masse, et ils diront techniquement que c'était par sublimation de ces atomes de fer, et c'est pour ça que des gens ont vu des nuages, de la fumée et tout ça, et du plasma, hein, parce que c'était effectivement cette sublimation de sa composition ferreuse. Voilà. Et ça expliquerait aussi pourquoi il n'y a pas de traces d'impact, ni de cratère, ni que... voilà. Enfin, en tout cas, ça n'explique pas les 2000 km² de forêt sibérienne absolument dévastée, les collines étaient, enfin, et tout le bazar. Enfin, peut-être une explication à ça. En tout cas, ils n'en ont pas parlé. En tout cas, voilà. C'est un sujet qui a intéressé beaucoup de gens à différentes époques, sur lesquels certains se sont penchés. Il y a eu des explications absolument farfelues. Il y en a eu d'autres qui ont été raisonnables, dirais-je. Et j'avoue que la théorie du Varov, qui a été documentée par des croyances et légendes anciennes, c'est quand même assez troublant. Parce qu'on retrouve quand même des éléments, des descriptions qui ressemblent fort à ce qui a été dit en 1908. Donc peut-être effectivement, et je suis d'accord avec ça, en tout cas, je me dis que c'est pourquoi pas, il y a peut-être une technologie antédiluvienne, en état de fonctionnement en Sibérie, dans la vallée de la mort, et puis je pense qu'il n'y en a pas que là, parce que je suis persuadée qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a encore des trucs dans ce goût-là, ce qui pourrait expliquer certaines anomalies électromagnétiques à certains endroits de la planète, en Afrique, notamment au centre de l'Afrique à l'heure actuelle, puis à d'autres endroits du monde. Voilà. Eh bien, vous vouliez revoir Elisabeth de Caligny-sur-Nuréa. J'espère que vous n'aurez pas été déçus de ces 2 heures passées en notre compagnie. Tout simplement, c'est ce que j'appelle un mystère mystérieux. Mystère à tiroir, plusieurs hypothèses que tu nous as fort bien présentées ce soir. Petite parenthèse sur Tesla, effectivement, même si Tesla, c'est un personnage il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de spéculations autour de ce personnage-là, donc on a tendance à le rattacher à pas mal de sujets mystérieux. À toutes les sauces. Il passe à toutes les sauces, on peut le dire. Et malgré la qualité du monsieur, j'ai du mal dans ce dossier-là, malgré les quelques indices qui pourraient raccrocher Tesla au dossier Tunguska, j'ai un peu du mal avec cette théorie-là. Il y a des théories scientifiques quand même dont tu as parlé sur la fin de cette présentation, qui méritent d'être étudiées, enfin d'être prises en compte. Ceci dit, comment une météorite peut exploser toute seule dans le ciel, je sais pas, j'ai pas les compétences techniques et scientifiques pour le dire. C'est difficilement concevable si c'est un gros truc, et surtout la puissance de l'explosion. Hein. C'était quand même pas un petit truc, et ça a quand même fait puis ça a été enregistré dans le monde entier quand même. Hein. Puis il y a eu des éléments précurseurs quand même qui ont été enregistrés. Il y en a eu encore après. Moi, je veux bien. C'est ça qui est troublant et qui accrédite, selon moi, un petit peu plus quand même la thèse, la dernière dont tu nous as parlé dans ta synthèse de fin, de dire qu'il pourrait y avoir des technologies antédiluviennes. Cette théorie-là, en tout cas, elle permet d'intégrer dedans et les récits des traditions, ces fameuses traditions orales qui sont plus importantes que ce qu'on semble vouloir croire, et la multitude de témoignages qu'on a sur cet événement, cette chose. À un moment, tu as dit le mot chose, et je le trouve bien approprié, cette chose de 1908, du 30 juin 1908. Des témoignages, on en a
sur un rayon géographique relativement large, et puis le fait que le phénomène se soit peut-être de manière moindre, mais reproduit ce fameux rayon de lumière et ces fameuses observations de boules Absolument. d'énergie, que ce soit reproduit jusque dans les années 80, d'après ce que j'ai cru comprendre, et tout ça mis bout à bout quand même forme un puzzle qui C'est quand même accrédite très plus la troublant. thèse d'Ivarov. Plus le passé qui a été décrit dans les légendes et croyances locales, qui faisait des descriptions quand même très proches de ce qui s'est passé en 1908. Hein. Donc bon, c'est quand même très troublant et moi j'ai tendance à penser. Puis il faut savoir que cette région de Sibérie, on a quand même retrouvé des sites mégalithiques. C'est pas la caverne. Non, il y a des trucs qui sont usinés, il y a des trucs. C'est un peu comme on se retrouve au Pérou ou ailleurs. Qui a fait ça, comment ils ont fait ça. Bon, il y en a pas mal dans le secteur. La Sibérie, c'est ça. Et puis il y a ces Plus la fameux... fameuse pyramide antédiluvienne dont parle Uvarov, qui n'est pas... mais bien sûr qu'il y a d'autres civilisations qui sont venues ici. Donc, pourquoi pas avoir laissé une technologie qui fonctionne encore. Et puis ces fameux chaudrons, alors là, c'est la première fois que j'entendais parler de ces formations circulaires d'un acier apparemment inattaquable. Ça vaudrait le coup quand même qu'il y ait des recherches qui soient entreprises dans la région. Et puis juste, dernier mot pour conclure pour ma part, ne pas oublier que la Sibérie, on a affaire au berceau du chamanisme, et Tout à que, fait. mine de rien, il n'y a pas de fumée sans feu, donc voilà. Moi j'ai tendance, en tout cas sur les traditions orales, à attacher une importance certaine. C'est pas pour rien que de génération en génération on a pris la peine, malgré le téléphone arabe, de reporter certains faits. En tout, Oui, non, je suis d'accord. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, Elisabeth, un immense merci pour ce dossier à nouveau. Comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, moi, j'essaie de me renseigner un petit peu avant qu'on enregistre cette émission tous les deux sur ce fameux mystère de la Tunduska. J'ai trouvé des éléments à droite, à gauche, mais de manière aussi pointue et une synthèse aussi précise et complète que ce que tu nous as proposé ce soir. J'ai envie de dire, ça, c'est un peu la marque de fabrique Elisabeth de Caligny, et un grand, grand merci de nous en faire profiter sur Nuria TV. Ben, je suis une fouineuse. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir, même si je suis un peu fatiguée là dans l'immédiat. Mais je vais me reposer. Voilà. Eh ben écoute, j'espère que les Nuriens t'enverront énormément de bonnes vibrations. Merci infiniment pour ton travail, prends soin de toi surtout, et j'ai envie de dire, ça valait le coup quand même de Merci. patienter quelques mois avant de te revoir. J'ai encore passé un merveilleux moment en ta compagnie, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Mes chers Nuréens, ben voilà, encore une fois, j'espère que vous comprenez que ça valait le coup de patienter. Je dirai jamais assez un grand merci à Elisabeth, parce que je sais qu'en ce moment c'est pas facile d'un point de vue santé pour faire tout ce travail-là et puis pour passer tout ce temps-là à enregistrer cette émission. Elle l'a fait pour nous parce que je sais qu'elle avait envie de vous faire plaisir. J'espère que vous avez pris énormément de plaisir, au moins autant que moi j'en ai pris à enregistrer cette émission. Je vous dis un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo si vous voulez qu'elle soit référencée. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux aussi si elle vous a plu. Et puis surtout, prenez soin de vous également. N'oubliez pas, vous gardez les pieds sur terre. Et puis un peu comme ce soir, la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao!